Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et vous avez appuyé sur Play pour un nouveau numéro du format On-Screen qui s'intéresse aux adaptations de comics, quel que soit leur support. Et aujourd'hui, on repasse par la case cinéma pour vous parler d'un film qui s'appelle The Kingsman Première Mission, que l'on a attendu pendant de très longues années. C'est le troisième volet de la franchise Kingsman, mais c'est un préquel aux deux premiers films de Matthew Vaughn, donc des adaptations assez libres d'ailleurs des comics de Mark Millar à la base. Matthew Vaughn a pris son temps pour nous proposer ce film qui a longtemps été décalé à la fois par des questions de rachat de la 20th Century Fox par Disney, mais aussi parce qu'une certaine pandémie est venue mettre le bazar dans les agendas des gros studios, ce qui fait que concrètement The Kingsman sort 4 ans après le dernier film de cette franchise. Et donc pour savoir si l'attente en valait le coup, on va en discuter, et bien entendu je ne serai pas seul pour en discuter, sinon ce ne serait pas une discussion. Nous avons donc deux invités dans le podcast aujourd'hui. Il y en a un, vous le connaissez, vous êtes habitués, c'est un peu le troisième membre officieux de First Print, en tout cas en ce qui concerne les adaptations, c'est l'ami Splinter. Salut Splinter. Salut. Tu vas bien ? Ouais, super. Très bien, on est paré pour attaquer une nouvelle année de films de plus ou moins bonne qualité. Donc j'espère que tu es ravi. Mais je suis triste, ils ont repoussé Morbius. C'est vrai, ça aurait pu nous faire un mois de janvier assez tonitruant, mais t'inquiète pas, tout vient à point, à qui c'est attendre. La preuve aussi d'ailleurs avec Première Mission qui est maintenant au cinéma. Et nous avons le plaisir de démarrer l'année 2022 avec un tout nouvel invité. Il n'a encore jamais venu, donc ça va être un petit peu son baptême. On est super content de le recevoir. Daniel Andreev, bonjour à toi. Hello, ravi d'être là et meilleurs vœux à tous. Eh bien, merci pour tes meilleurs vœux. Et malheureusement, y a aussi le film de Franck Dubosc qui a été retardé en août, et ça c'est un vrai drame. Merde. Je pense que comment on va faire pour le couvrir, Yerim, le troisième membre. Daniel, donc fan de comédie française, mais aussi fan de comics, fan de pop culture, fan de jeux vidéo. Tu streams beaucoup sur ta chaîne Camus Robotics. Ouais, twitch.tv, Camus Robotics. Et puis, tu fais du podcast aussi pas mal. Je suis le co-host de Super Ciné Battle et d'After Eight, où on parle de blockbusters, on les classe même, et on est très déçus par le retard de Morbius. Ouais, j'imagine. On sait pas quoi faire. On essaie de trouver un sens à nos vies depuis, mais parfois, tu sais quoi, il y a des petits miracles. Et aujourd'hui, on est réunis pour parler de Kingsman, et je me dis, tu sais, il y a des miracles comme ça. C'est comme New Mutants qui sort finalement. C'est un peu des cadeaux du ciel. C'est vrai que le syndrome New Mutants, il a clairement été appliqué à Kingsman et aussi à Morbius, quelque part, qui a été, je crois, décalé plus de fois que New Mutants même maintenant. Ah ouais. Merde. C'est-à-dire, mais je crois que le niveau de battage de couilles sera quand même pas pareil, puisque c'est quand même un film sur lequel il y a beaucoup de questions qui se posent sur son intégration par rapport à tous les plans. Enfin, plein de questions qui n'ont rien à voir avec Morbius en tant que tel, parce que Morbius, clairement, personne. Les mecs, ils ont juste dit, foutez Michael Keaton dans tous les trailers. c'est pas vu, voilà, quoi. C'est vrai. Mais alors, bon, ça, C'est vrai. Oh merde. On y reviendra une autre fois. Aujourd'hui, pas de Michael Keaton. On va plutôt avoir Ralph Fiennes, ce genre de part, Gemma Tarton, Jimon Honsu. Donc The Kingsman Première Mission, on commence toujours en fait par faire un petit débrief. Donc voilà, de toute façon on n'est pas très nombreux, mais d'abord un tour de table donc. Et Daniel, on va commencer par toi puisque tu es le nouveau venu dans ce podcast. J'ai besoin d'être adoubé. Effectivement, mais ça je pense qu'il n'y a pas de problème. On entend les hordes de fans qui acclament ton arrivée d'ici. Et je voulais te poser un peu la question, c'est quel était un peu ton affect par rapport à la franchise The Kingsman? Est-ce que tu avais attendu ce film pendant ces 4 longues années? Et puis après, nous dire ce que tu as pensé grosso modo du film, sans rentrer dans les détails, puisqu'on fera une partie spoilers après. Juste mon attente par rapport à la franchise. Alors, moi, j'avais découvert la BD avant, et on n'était pas nombreux, parce que c'était pas la BD la plus mainstream de Mark Millar. Et d'ailleurs, les gens qui sont venus à la BD après, ils se sont dit, est-ce que c'est vraiment le même univers? Est-ce que c'est parce que visuellement, il n'y a pas grand-chose à voir? C'est quand même c'est une BD de Dave Gibbons, et donc il y a quand même une patte, et de la patte on la sent pas du tout, donc c'est quelque chose de vraiment différent. Et puis pour moi, j'ai toujours pris Kingsman comme l'autre versant de Matthew Vaughn, c'est-à-dire son envie d'être un copycat de beaucoup de choses. C'est-à-dire que il a essayé d'être un James Bond, il voulait faire James Bond, il l'a pas pu, il l'a fait avec X-Men First Class.
Et là, il voulait faire des films d'espionnage un peu néo-rétro anglais. Il avait fait Kingsman. Et avec un petit peu James Bond aussi, quelque part. Il y avait quand même des gros clins d'œil dans le premier film. Oui, clairement. Il voulait faire James Bond et on ne lui laissait pas. Donc, à l'époque, c'était Sam Mendes. Du coup, il faisait ses trucs. Et là, avec celui-là, d'ailleurs, il a vu 1917 au ciné. Il a dû se dire... je crois que je peux tenter de faire quelque chose, et c'est pour ça qu'on a Kingsman aujourd'hui, et ça se voit. C'est un film qui a un ton un peu différent des deux autres. Clairement, ça surfe entre plusieurs tons, et on se demande où il veut essayer d'emmener cette franchise. J'ai toujours pensé que c'était un peu une franchise un peu Lidl par rapport à son talent. C'est-à-dire que clairement, j'ai un peu d'affect pour Matthew Vaughn. Je trouve que comme X-Men First Class, j'étais partant, et clairement la fin, elle a été un peu bananée, sans doute à cause des studios et tout ça. Mais le début de First Class et tout, Fassbender en pull col roulé qui chasse des nazis en Europe, en Argentine, j'ai envie de voir ce film. Pas sur col roulé du coup alors. Mais Matthew Fassbender en col roulé, j'y vais. C'est vrai. Et du coup tu sens qu'il a une envie de continuer de faire des films d'espionnage, et on y reviendra sans doute, mais Kingsman 1, plutôt ok, pas fan, mais c'est un actionneur qui se respecte. Kingsman, mais à quelques détails près, je vais y revenir dans 2 secondes, et Kingsman 2 par contre pas du tout aimé, et je crois qu'en fait qu'il y avait beaucoup de vulgarité dans Kingsman 1, et il s'est dit c'est ça que les gens veulent. Et pour moi, dans ma tête, j'ai revu Kingsman 2 pour ce podcast, pour être bien sûr de faire le distinguo. Le premier, pour moi, c'était celui où la fille lui promettait une sodomie si jamais il sauvait le monde. Ouais, à la fin, ouais. C'était exactement le truc. Ah oui, c'est ça. Il y a l'église, et il y a aussi cette vanne à la fin. Et et je comprends que c'est l'esprit Mark Millar. C'est pas si éloigné de l'esprit Mark Millar, mais c'est pas mon esprit. Et dans le 2, c'était celui l'épisode de la puce dans le vagin. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a une espionne, et il se dit il faut placer une puce dans l'espionne, et il lui met un wad avec une puce. C'est pas les moments les plus distinguants de l'histoire du cinéma, cette vision en image de synthèse. Je t'avoue que j'avais complètement zappé ce passage. C'est une caméra genre comme si c'était du point de vue du doigt, donc c'est vraiment. Ah oui, c'est vraiment Matthew Vaughn c'est un peu slash, choc. Ouais, j'ai revu ça genre hier sur Disney+. Ah oui. Et j'étais en train de me dire merde quand même. Et c'est vrai. Et en plus, elle refait le coup de tu vas retourner sauver le monde. Tu sais ce qui arrive quand tu sauves le monde. Et il fait petit sourire en coin. Et je comprends la démarche par rapport à l'œuvre originale, parce que c'est quand même un petit gars un peu post, j'allais dire Borat, mais tu vois, genre pavillonnaire de banlieue anglaise, tu vois, un petit peu. C'est un chien de la casse, quoi. Donc je comprends ce que ça voudrait dire, mais je trouve que son humour passe très mal, surtout après quelques années. Là, Kingsman 2, la deuxième fois, c'était vraiment compliqué, quoi. D'accord. Ouais. Donc, mon attente en allant voir ça était on va bien rigoler. Et en fait, c'était pas. On verra, mais je peux résumer ça par pas ouf et problématique. D'accord, donc pas ouf et problématique. Est-ce que ce sont les adjectifs que tu emploierais aussi de ton côté, très cher Splinter ? Pardon. Pour The Kingsman, sur le côté pas ouf, ouais. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais je suis ravi d'avoir des gens très enthousiastes avec moi pour bien démarrer l'année. Non, mais ça nous donne des sujets pour discuter. C'est ça qui est important. Au moins. Après, mon avis sur la saga, donc moi j'avais découvert la BD après, et effectivement le premier film est beaucoup mieux, parce que il y a des choix qui ont été faits en matière d'adaptation. C'était déjà le cas sur Kick-Ass. Kick-Ass, la BD était quand même d'un meilleur niveau que Kingsman pour moi. Là, clairement, la BD, elle avait besoin d'être étoffée si tu voulais foutre ça sur un grand écran, et Matthew Vaughn l'avait plutôt bien fait. Donc ouais, moi le premier Kingsman, pareil, on peut voir, on s'en reparlera, on peut voir, tu vois, des côtés problématiques, parce qu'en fait, par exemple, l'église, l'excuse de dire oui, mais genre c'est des faf, en fait, tu dis d'accord, bon, enfin. Là, c'est juste des mecs qui ont été déclenchés par justement le signal du méchant, et
c'est juste de la violence gratuite, mais qui est purement jouissive en fait à regarder. Parce qu'elle est esthétisée à mort. Et Matthew Vaughn, en fait, pour moi, il est jamais meilleur que là-dedans, en fait. Donc, il a toujours, enfin, tu vois, un baromètre moral qui dans le truc cathartique, quoi. C'est vraiment son truc. Bah, je crois qu'il s'en fout. Moi, je pense que c'est plus un gars qui est en mode ça c'est beau et c'est cool, donc on va le faire, et qui après coup se dit oui mais merde, il faut le justifier maintenant, tu vois. C'est-à-dire que et ça, pour moi, c'est ça le problème que j'ai avec ce nouveau Kingsman, c'est que vu que t'as un contexte historique qui est donc réel, le film passe son temps à essayer de courir après des trucs pour dire ok, là on a fait notre scène cool avec X ou Y perso. Il faut le raccrocher maintenant à ce qui s'est passé historiquement, parce qu'en fait le film, sans rentrer dans les détails, le film c'est pas un Inglourious Basterds où tu modifies même l'issue de l'histoire. C'est-à-dire que c'est un truc où tu modifies l'intérieur de l'histoire pour qu'elle reste, en fait, vue de l'extérieur, l'histoire qu'on t'a prise à l'école. Donc c'est super casse-gueule de faire ça, je trouve. Oui. Ce n'est pas une uchronie très travaillée, on va dire. C'est que voilà, c'est ça. C'est-à-dire que soit tu te dis, bah voilà, moi j'ai envie de dire que tel perso historique, bah en fait c'était un martien. Bon bah là tu sais que ok, tu pars complètement à l'ouest. Et lui en fait il fait pas ça. Peut-être qu'il aurait gagné à le faire dans ce Kingsman là, parce que là t'as des trucs qui sont incroyablement extravagants par rapport à des persos qui ont existé. Mais du coup, c'est un peu nanardesque quand même. C'est-à-dire que par exemple, t'as une réunion de persos historiques à un moment et tu fais, est-ce que je suis pas en train de regarder, tu vois, genre un nanar de l'espace, en fait, un truc où parce que même les faciès grimés et tout, tu fais, ouais, je sais pas où tu vas aller avec ça, quand même, tu vois. Je pense qu'on va être obligé de spoiler un petit peu. Je sais pas si c'est dans la tradition ou pas, mais. Bah, pas dans la partie non spoiler. Ah, d'accord. On va y revenir après. De toute façon, il y a tout un point à faire sur le côté uchronie, de toute façon. Parce qu'il y a un twist qui vient et genre le twist, il est. C'est pareil, parce que ça, on va dire, si je regarde Iron Sky, je dis, ouais, d'accord, ok, il va y avoir un zombie Hitler sur un T-Rex sur la Lune, etc., voilà. Tu vois, ou au centre de la Terre dans le 2, etc. Donc, en fait, tout est très clair, tu vois, machin. Là, en fait, le film essaie d'avoir le souci du détail historique cohérent, et du coup, ça l'handicape de fou de faire ça, je trouve. Par contre, après, t'as la forme qui est très réussie. C'est-à-dire que lui, c'est un mec, comme je disais plus tôt, qui est jamais meilleur que quand il s'éclate avec sa caméra à filmer des séquences d'action. C'était le cas dans Kick-Ass 1 déjà, avec, tu vois, toutes les scènes de Hit Girl, c'était que ça. Dans Kingsman, t'avais l'église. Dans Kingsman 2, c'était un peu moins généreux. T'avais le diner quand même qui avait quelques plans assez. Ouais, quand ils sont à deux, que t'as Colin Firth. Même la baston de début dans la voiture et tout, ça. Oui. Visuellement, oui, c'est vrai. Mais c'est un mec qui fait du. C'est un technicien, ouais. C'est un technicien, mais en plus, il se dit, je vais en donner. Les gens, ils ont payé leur place. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va blaster dans leur gueule. C'est ça. C'est, tu vois, je regardais le premier épisode de Boba Fett, tu vois, il se dit, c'est tout le contraire, c'est un mec qui est dans l'extravagance et qui se dit, je vais en donner pour je vais faire en sorte que ce film à 80 millions, on dirait un film à 80 millions. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour le coup, il a normalement ce souci-là, cette exigence-là. Kingsman 2, je me le suis pas pris, pas spécialement pour la vulgarité, mais parce qu'en fait, pour moi, ça allait trop loin dans le côté cartoon. C'est-à-dire que le plan, la maladie, tu vois, déclenchée par la méchante du film, enfin, il y a une résurrection. Alors oui, bon, déjà, t'as la résurrection de Colin Firth, tu dis d'accord. Donc en fait, maintenant, on est dans un monde où officiellement, tu peux ressusciter d'une balle prise dans le cerveau. Et c'est comme ça. Il faut juste que les gentils arrivent assez tôt. Et faut mettre un Hansaplast du futur. Ça. Voilà. Donc ça pareil, je trouvais que c'était un peu nanardeux. Ouais, mais on lui répare pas son œil. C'est quand même. Les limites de la science, quand même. Et puis, voilà, les symptômes de la maladie où d'abord t'as des taches et ensuite tu te mets à danser et ensuite tu frises et tu bouges plus. Je sais pas où ils voulaient aller avec ça. Enfin, pareil, c'est juste trop série Z, en fait. Oui, ça allait déconnant. C'est-à-dire que si ça voulait emprunter à James Bond au départ, après, ça tournait plus vers Austin Powers. Et tu te souviens de la méchante qui passait les méchants au mixeur pour leur servir avec des chiens robots. Oui, pourquoi les chiens robots? C'est vrai qu'il y avait des chiens robots. Parce que c'est le côté parodie de James Bond, donc elle est sur une île privée. Mais clairement, c'était, la référence, c'est les requins dans Thunderball, quoi. C'était vraiment ça. Et après, t'as en fait, c'est très paradoxal, mais j'aime beaucoup une scène de Kingsman 2.
c'est le sacrifice de Mark Strong, en fait. Du personnage de Mark Strong. Et wow, pour un film d'il y a 4 ans, ça devrait et dispo sur Disney+. En plus, ouais. Et bah, je trouve que ça marche. Et en fait, il arrive toujours, même dans des trucs qui sont pour moi assez bâclés, parce que Kingsman 2, je trouve vraiment pas travaillé du tout comme film, à te foutre une petite scène d'émotion que tu vois jamais venir, alors qu'il utilise la même formule tout le temps. Là, il le refait dans ce film-là, où c'est un truc où tu dis ah putain, ok, pas mal, parce que ouais, c'était pas prévisible. Et en plus, il n'y avait pas eu de suite, donc disons que ce n'est pas du tout ce que tu envisageais en ayant vu tous les trailers. Il y a une trajectoire de personnage que tu pouvais pas du tout sentir. Ça, pour le coup, il y arrive. Donc voilà, moi, je peux pas dire que j'y suis allé en ayant des grandes espérances. En fait, c'était juste... Puis là, il n'y avait pas Mark Strong. En plus, ouais. Mark Strong, qui est quand même le meilleur chose du film Green Lantern, hein. La rédaction s'engage. C'est celui qui y est le moins et en même temps il y est le plus, tu vois. Ouais, je sais pas. Et c'était le meilleur plan. Hein. On voit pas ta tête. Ouais, remarque, ouais. Mais non, après, je trouve que dans celui-là, t'as des séquences d'action et de combat qui sont hyper généreuses, où c'est vraiment, c'est le Matthew Vaughn qui se fait plaisir et qui a ce truc très de plaisir communicatif avec le spectateur, où tu dis, ça se voit que les acteurs se sont amusés en fait à tourner une certaine séquence de combat rapprochée. Ça se voit que lui, il a kiffé la enfin c'est pas lui le chorégraphe, mais il a kiffé suivre la choré qu'on lui a fait. Et toi, en tant que spectateur, tu vives et tu vois que, enfin, pour moi, soit pour le coup, non, c'est pas un spoiler, mais parce que c'est un mec qui est dans tous les trailers, Rhys Ifans qui fait Rasputin, je crois que ça fait très longtemps que je l'avais pas vu se marrer autant. Alors qu'il a l'air dépressif. Il a l'air vraiment tristouné même dans sa vie, tu vois, quand tu le vois en interview, il est rarement enjoué et tout. Et là, tu te dis, ok, en fait, il a un potentiel comique complètement inexploité. Tu lui demandes de lécher la jambe de Ralph Fiennes. C'est ça, tu vois, c'est qu'en fait, ça va super, super loin. Et quand j'étais là, j'étais en train de faire, c'est trop weirdo. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est-à-dire qu'on lui a permis d'être en roue libre, ce qu'on lui permettait pas du tout dans sa carrière. Alors j'ai oublié. Il y a un Rasputin certifié bisexuel dans le film, ouais. Et magicien qui fonctionne, hypnotiseur et qui guérit les jambes, ça on l'a vu, très gourmand, très et gourmand en même aussi, temps amateur de pâtisserie, et en même temps qui pratique du kung-fu russe. Oui. Et ça, c'est quand même le truc il a des espèces de sailles qui lui sortent, machin. Vrai qu'il a le délire de chorégraphier un combat comme une danse, mais lui, en fait, il fait des mouvements de danseur. Il fait le Kazachok quand même. Non, mais il y a des moments. En fait, c'est vrai, ce mec, Matthew Vaughn, c'est un réalisateur de moments pour moi. Ouais. C'est-à-dire, je me souviens plus de moments intéressants que de films vraiment enthousiasmants. C'est-à-dire, qu'à l'inverse, le film en fait, tu vois, j'ai pas assez de visionnage, donc c'est peut-être tôt pour le dire, mais il est vachement oubliable comme film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la moyenne, c'est cool. Première mission, tu veux dire ? Ouais, je parle de ce Kingsman là. Mais puisqu'on est dans la review non spoiler, moi je peux vous dire, il y a une scène que je remporte, vraiment j'ai adoré. Et d'ailleurs, la salle était silencieuse parce que le ton était dramatique, c'est les tranchées 14-18. C'est jamais fun, hein, les tranchées 14-18. Même quand t'as Wonder Woman, ça fait mais en fait, c'est jamais fun parce que tu te dis, non, mais tous les gars, ils vont mourir. Ça, c'est super glauque. Et là, bon, l'ambiance est glauque, tu sens qu'il va y avoir des morts, tu sens qu'il va y avoir des sacrifices. Et là, tout d'un coup, je décris juste la scène. Ils sont au milieu du champ de bataille entre les Allemands. Et normalement, ça devrait être des Français, mais bon, là, bizarrement, il y a des Anglais. Ah oui, c'est vrai. Les Français que des Anglais partout. Il faudra en parler dans la partie spoiler, mais c'est le film le plus révisionniste que j'ai vu depuis des lustres. Parce que vraiment, c'est une histoire complètement réécrite. Alors là, mais du coup, ils sont au milieu du champ de bataille et ils se disent non, si on tire, on va se faire griller et par un camp et par l'autre, on va se faire canarder. Et du coup, ils se disent on va tous y aller à la lame. Et là, genre, ils sont très sérieux et tout. Ils sortent tous leurs couteaux, leurs scalpels. Et là, les Allemands, ils sont en masque anti-gaz et tout. Et ils mettent leur espèce de saille qui sortent. Ils ont une espèce de lame à la Wolverine qui leur sort des trucs. Et là, en pleine salle, j'ai hurlé de rire. Genre le seul, j'étais mort de rire. C'est vraiment ça, c'est genre, oui, donne-moi des ninjas dans la guerre 14-18. Parce que moi, ça me va. Moi, j'ai vu Donnie Yen qui fait des jumps et qui fait des tombées salto avec les baïonnettes dans les soldats allemands.
Ouais, ça j'aime bien. Genre des uchronies comme ça, aucun problème. Et c'est après, dès qu'il essaye de mettre du fond, là, tout d'un coup, c'est un problème. Mais par contre, les ninjas allemands, qui ont quand même des gueules de soldats de la Seconde Guerre mondiale. Ouf, ouais, ça, Oui, c'est ça, un truc qu'on c'est un vrai on se problème. le disait en off, c'est que quand des films, et bizarrement, c'est souvent des trucs liés d'une certaine façon à un univers de comics et tout. En fait, leur façon de filmer la Première Guerre mondiale, c'est comme si c'était déjà la deuxième, en fait. Ouais, C'est-à-dire que les Allemands, il y a toujours ce truc de... Et Wonder Woman, ces armes-là, c'est pas des poilus, tu vois. Ouais, clairement. Parce qu'ils avaient ce côté, justement, garder tranchées normal, en fait. Ouais. C'est direct des trucs très métalliques, très... le masque, la lame qui sort, on sait pas trop comment. Ouais, enfin, tu vois. T'as vraiment ce truc-là. Mais Wonder Woman avait ce problème. Déjà, ils avaient bougé la Seconde Guerre mondiale à la première, ce qui est débile, parce que la Seconde Guerre mondiale, clairement, il y a des méchants. Et pour moi, la guerre de 14-18, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, il y a une espèce de petit clip débile au début qui essaie de t'expliquer la causalité de la Première Guerre mondiale. Et ils essaient de s'en sortir. C'est pas un documentaire. Tant bien que mal pour t'expliquer. Mais non, mais c'est pas pour nous que c'est fait. C'est pour les gamins qui savent pas qui est l'archiduc François Ferdinand qui va se faire. Oui, mais c'est pas un film pour gamins quand même. Bien sûr. Alors, c'est moins de 12 ans. C'est 15 piges, moi, je pense. Oui, mais les 15 piges, ils vont aussi à l'école normalement. Ouais, mais pas en ce moment. Pas en ce moment. Et puis aussi, faut pas surestimer le niveau scolaire des petits Américains à qui le premier c'est forcément. Oui, mais et la Première Guerre mondiale, c'est très loin pour eux. Après, on va y revenir parce qu'il y a une vraie partie uchronie à faire dessus, mais j'ai envie de dire que c'est quand même pas non plus. Enfin, c'est pas la faute des cinéastes en fait ou d'imaginer des histoires. Je veux dire, si après les gamins qui vont voir ce film y croient comme du fer, je veux dire, c'est peut-être qu'ils ont un problème d'éducation. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai souci de mélanger, c'est ce que tu disais, Yerim, c'est de mélanger les deux. Et ça me rappelle cette scène dans Wonder Woman qui n'avait aucun sens, où c'est Steve Trevor qui arrive sur l'île des Amazones et qui pointe les Allemands derrière en disant hey, et qui les poursuivent. En plus, il y a les savants fous de la Seconde Guerre mondiale qui sont déjà là, et il fait they're the bad guys. Et non, c'est pas clair, c'est pas ça, c'est pas exact, c'est pas. Et quand tu fais une scène de tranchée. Et là, je trouve que la scène de tranchée est plus intéressante que celle de Wonder Woman. C'est que Wonder Woman, elle fait genre, waouh, c'est méga scène badass et que tout le monde, tout le public, homme comme femme, a envie de voir et tout. Mais à la fin, ça aboutit sur la mort des gens. Alors que là, il y a quand même un truc tragique. Et je pense que, à partir de ce moment-là, d'ailleurs, le film ne s'en remet pas complètement, d'ailleurs, de ce moment de la Première Guerre mondiale, qui est complètement mis là, alors que je pensais pas le voir, en fait. Oui, moi, je pensais pas voir un truc comme ça. Ouais. Et c'est vraiment, pour moi, le meilleur spot du film. Maintenant, honnêtement, c'est aussi un film qui a ses limites parce qu'il montre le potentiel à chaque fois de faire des League of Extraordinary Gentlemen. J'adore League of Extraordinary Gentlemen, c'est vraiment un comics extraordinaire. Encore une fois, par des grands artistes. Enfin, quand même, il y a Alan Moore, en fait. Kevin O'Neill, ouais. Et Kevin O'Neill, bien sûr, qu'il faut pas négliger. Mais tu vois, il y a tout un potentiel de prendre des icônes de la Première Guerre mondiale et même de la Seconde aussi, et d'en faire une espèce un truc cohérent et respectueux. Et quand tu vois comment c'est fait dans la BD, je précise pas le film, évidemment, le film qui a tué la carrière de Sean Connery, il faut pas l'oublier. Un triste record. Ah ouais, c'est terrifiant. Hein. Mais voilà, il y a tellement de potentiel, et quand tu vois ce qu'ils font de Mata Hari, elle est juste là pour agiter un chiffon, enfin c'est naze. Et qu'ensuite que cette Ligue of Extraordinary méchants du premier conflit mondial intègre quand ça intègre Lénine, je fais ah ouais, vraiment, parce que le Lénine en plus il est un peu en toc, mais bah, moi c'est ça le côté nanardeux que je trouve. Et en fait, si tu fais ça, pour moi faut soit que tu y ailles à fond, c'est-à-dire qu'en fait que ce soit Lénine extraterrestre, c'est vraiment, tu vois, que soit ça, que soit drôle, parce qu'il y a aussi cette évolution là. Si on prend Kingsman en termes de saga, bah là en fait l'humour en fait vient quasiment uniquement de Rasputin et de certaines situations, parce que vu le contexte et vu la tronche des héros, en fait, il y en a aucun qui est marrant comme dans les autres Kingsman. C'est-à-dire que t'as pas le délire d'avoir un apprenti. Il faut pas oublier, ils sont tous très sérieux, et surtout il y a un des personnages qui est dans sa trajectoire qui est en deuil, quoi, tu vois, clairement. Donc en gros, oui, la première scène, faut pas oublier que il perd sa femme dans la première scène. D'ailleurs, une scène qui est là pour nous rappeler que le colonialisme anglais n'était pas très bon. Maintenant, c'est écarté. Tout va bien. Vraiment, cette scène, je l'ai assez mal vécue en me disant merde, ils sont en train de nous parler du colonialisme. Et pour nous dire qu'il a renoncé à la guerre et tout. Et genre,
je fais waouh, ils sont quand même allés très vite sur le colonialisme anglais, et on va le voir puisqu'on va parler des spoilers et du twist quand même, genre waouh, ils sont quand même très 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 gentils avec le monde anglais, quoi. Avec évidemment c'est les héros, mais alors surtout que ça je sais pas du coup si c'est un truc conscient chez Vaughn, c'est qu'en fait tout est très auto-centré en fait pour le coup, c'est-à-dire que après tu peux dire aussi ouais c'est pour le confort de l'histoire, c'est-à-dire que peut-être qu'il a juste pas envie de s'emmerder mais à faire, tu vois. Mais du coup oui, la conséquence directe c'est ça, c'est qu'en fait tout est anglais en fait dans le film depuis l'origine du conflit à sa résolution, enfin tu vois c'est puisque le conflit d'ailleurs, puisque le conflit s'amorce, et pour expliquer l'espèce de front de l'Ouest qui commence à mener, l'Angleterre veut tout faire pour que l'Amérique rejoigne, mais comme les héros providentiels, le conflit mondial. Et en fait, c'est comme si il y a que l'Angleterre qui existait. D'ailleurs, la France n'est. Alors, j'aime bien tous ces films de guerre américains qui se passent en France, mais qui mentionnent, genre, il y a eu Saving Private Ryan, il y a eu 1917. Il y a parfois 1917, d'ailleurs, il a une scène avec une Française. Enfin, il se casse le cul à essayer de contextualiser que, rappelez juste, mais c'est sur sol français, en fait, que ça se passe. Mais ouais, celui-là, je sais pas si la France est même name droppée. Non, elle est pas, elle est à peine. Et c'est pour ça que ça lui compliquait la vie. C'est pour ça qu'il y a tout un gravitas qui est vraiment compliqué avec la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, c'est pas fun. C'est des gens qu'on a envoyés à l'abattoir, des gamins dans les deux camps et dans tous les pays, parce que faut pas oublier, il y a eu l'Angleterre impliquée, mais bon, évidemment la France qui a payé un lourd tribut, les États-Unis, le Canada, enfin vraiment il y a eu énormément, et l'Allemagne bien entendu, genre c'est vraiment un truc horrible avec des gens qui revenaient estropiés quand ils revenaient, enfin c'était vraiment c'est glauque en fait, tu peux pas faire rire avec tu peux faire rire, mais c'est pour ça que tu peux faire rire, mais pas comment il l'a fait, quoi. C'est-à-dire que lui il fait plutôt des films un peu bicéphale, c'est-à-dire que là en tout cas en celui-là c'est-à-dire il y a les méchants qui sont un peu lol, ouais c'est ça, et puis il y a tout ce plot donc du fils du héros de Ralph Fiennes qui veut aller aller au front. Vraiment c'est quand même des ficelles très très classiques du film de guerre, mais et ça peut marcher, mais alors tu peux pas faire rire et en même temps avoir le côté émotion et tout, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'en fait là il a tu nous as lancé, hein. C'est-à-dire que lui d'habitude l'humour il vient de partout, tu vois, que ce soit dans Kick-Ass les héros sont drôles, le méchant est drôle parce qu'il est consterné par ce qui lui arrive, et puis après t'as des situations qui pop comme ça, que ce soit avec la meuf ou quoi que ce soit. Kingsman 1 c'est ça, c'est-à-dire le méchant est drôle, le héros est drôle, et t'as des situations qui pop aussi. Et là en fait tu vois qu'il est conscient que le contexte lui permettra pas de faire ça, et donc il se dit bon ben du coup mon personnage principal en fait il va être tragique, mais j'aime quand même un peu le côté lol, donc qu'est-ce que je vais faire? Bah du coup ça va être le méchant qui va être complètement extravagant, et donc en termes de ton tu sens qu'il sort un peu de ses habitudes et qu'il est peut-être moins à l'aise en fait, tout simplement parce que lui en fait si tu prends son cinéma en entier, bah à part aussi on va dire Liarskate pardon, qui était plus dans mon souvenir un polar, mais en même temps t'avais le côté Guy Ritchie donc qui était un peu déconnant, mais sinon c'est presque son film le plus sérieux. Enfin c'est très bizarre de dire ça d'un film où effectivement t'as Rhys Ifans qui lèche et qui caresse la cuisse de Ralph Fiennes, mais en fait dans la filmo de Matthew Vaughn c'est son film le plus sérieux, tu vois, et en fait ça lui va peut-être pas si bien que ça. Pourtant il a envoyé Magneto chasser des nazis quand même, ce qui est quand même ouais. Quand même il a accompli beaucoup de rêves en un. Ouais. Alors je vais juste faire mon propre point aussi là-dessus, parce que je suis pas forcément d'accord avec vous surtout. T'es chez toi en plus. Et j'ai hâte de me faire défoncer la gueule par mes invités. Non, après moi juste sur la franchise, je pense que je suis quand même le moins sévère, parce que mais après parce que c'est vrai que j'ai aussi oublié pas mal de choses de Kingsman, parce que je me rappelais plus du coup du doigt dans la chatte, donc il faudrait que j'aille juste regarder pour voir. Mais après moi j'aime bien la vulgarité, tu vois. J'ai un cerveau reptilien qui prend le pas sur beaucoup de choses. Ouais, mais et tout ce qui est gratos vraiment dans le cul et la violence, moi j'aime bien, tu vois. Ouais, mais c'est quoi, ça dépend avec qui tu vois le film et dans quel forcément tu vas regarder avec c'est quoi moi je suis soulagé que dans celui-là il y a pas de blague sur la sodomie, tu vois. Je suis soulagé parce que genre moi j'aime bien mes blagues dans la sodomie, mais quand c'est Sacha Baron Cohen qui les fait, quoi. Tu vois, quand c'est un truc à part, et Dieu seul sait que j'adore les blagues de Sacha Baron Cohen, mais je trouve que il y a un truc
c'est pas que je veux plus de respect et tout ça, mais si un peu, tu vois. Enfin, il y a c'est juste que ça colle pas. C'est juste que ça. Lui, il a un côté un peu bourrin, je pense. Mais oui, c'est peut-être ça qui est gênant. Mais et en plus, il est pas si éloigné de Mark Millar, faisait tout le temps des trucs sur. Enfin, faut pas l'oublier, mais ses autres adaptations, Wanted. Qui est vraiment genre dans le genre qui était une BD un peu cracra et qui au cinéma est devenu propre. Moi, je suis juste pour dire sur Kick-Ass, je trouve que c'est un film supérieur à la BD en fait, parce que la BD le film justement épousait complètement le côté nanardeux de l'histoire un peu naze, qui était de faire croire qu'un gamin une histoire réaliste, mais où un gamin finalement devient invulnérable à la douleur parce qu'on lui a posé des plaques en métal sous la peau. Moi, j'ai déjà été opéré de plusieurs trucs dans la vie. Si tu te remets pas comme ça facilement, c'est beaucoup. Et d'un truc nanardeux, bah, il nous file, comment il s'appelle, Nicolas Cage avec un jetpack. Enfin, tu vois, des conneries comme ça. Et ça, Nicolas Cage en jetpack, je veux bien. C'est vraiment des choses que j'aime. Après, c'est que moi, j'aime bien le côté cynique de Millar quand c'est bien fait, parce qu'après, quand il en abuse, quand c'est super compliqué. Quand il est juste en mode, je fais mon écossais, je vais un peu provoque. Mais après, comme dit, il y a des gens sur qui ça fonctionne plus ou moins. C'est ça. Et moi, je dis que ça fonctionne, ça veut pas dire que je suis pas conscient que parfois c'est vulgaire ou que c'est gratos. Je dis juste que j'ai une relative tolérance parce que, bah, effectivement, de toute façon, c'est le genre d'humour ou de scène qui, moi, a priori, me posera jamais de problème, en fait, parce que je vais pas me sentir insulté, tu vois. Mais moi, je me suis fait sortir insulté, hein. Ouais, je sais. Très personnellement par ce film. Je sais, c'est pour ça, on y revient, mais voilà. Donc, du coup, j'avais un affect quand même pour les deux premiers films. J'étais conscient que le 2 était moins bon que le premier, mais j'avais quand même bien kiffé pas mal de choses que j'avais vues, surtout parce que je trouve aussi, enfin, ce que j'aime aussi, c'est l'esthétisation de la violence qu'il y a chez lui, et sa façon de filmer nous emmener vraiment dans des chorégraphies, dans la surenchère. Moi, j'aime bien parce que c'est finalement pas si fréquent que ça non plus dans le cinéma d'action américain, en fait. C'est pas c'est quand même très plan-plan, en fait. Ça a une meilleure gueule que beaucoup de films, en fait. Même certains films Marvel qu'on voit. Et ah oui, bah, clairement. Ouais. Ah oui, parce que lui, pour le coup, bah, il a sa signature. Pour le coup, lui, pour moi, c'est un vrai, ce serait, dans les 80s, ça serait un vrai bon direct ou vidéo que tu regardes entre potes avec une pizza. Sans les blagues sur la sodo. Vraiment, là, j'insiste vraiment. Il aime pas les blagues. Non. Moi, c'est plus la reprise de la blague dans le 2 où je me suis fait ça, c'est méga beauf. Ouais. Alors, en fait, en fin du 1, ça me dérange pas. Ouais, mais ça, c'est clairement le mec qui voit ce film du 1, on lui en reparle. Pour moi, c'est ce que alors, excuse-moi, je vais référencer une comédie française, mais c'est à la 2 par rapport à Aladdin avec Kev Adams. J'ai pas vu le 2. Bah, écoute, pour citer des blagues, Aladdin, il y a une blague où il est dans un trou et il y a un fil et il a sa flûte magique et il veut grimper la corde, mais il n'y arrive pas parce qu'il faut jouer de la flûte et en même temps grimper la corde. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il met la flûte dans le cul et il pète pour que ça siffle, et à ce moment-là il grimpe. C'est Kev Adams qui se prend une flûte dans le cul. Toujours un truc anal chez ces gens-là, chez Matthew Vaughn, Kev Adams. Qu'est-ce qu'il y a, quelque chose, je ne sais pas. Et dans le 2 et moi, honnêtement, quand j'ai vu cette scène, j'étais plié de rire au cinéma parce que c'est Kev Adams qui monte avec une flûte dans le cul, c'est nul. Et donc j'étais plié de rire, et j'ai même croisé le réalisateur et je lui ai dit, écoute, faut qu'on se parle de cette scène, et je crois que c'est ma faute, hein, dans le 2. Ouais, c'est ça, clairement. Et dans le 2, il a fait une scène méta, déjà le film méta, où il arrive chez les génies. En fait, il y a une espèce de bar de génie, et il voit Kev Adams arriver et tout le monde lui fait flûte dans le cul. Ah ouais, c'est comme ça, c'est à ce niveau-là. Donc je pense que clairement Kingsman 2, c'est le à la 2, tu vois, c'est le film où il a cru que c'était surenchère, quoi. Il a cru que c'était bien la première fois, et donc il s'est dit je vais. Alors après, c'est vrai que c'est mémorable parce qu'on en reparle encore plus tard de Kingsman et d'Aladdin, désolé. Mais par contre, je pense pas que c'est du super cinoche. Non, effectivement. Donc, c'est pas la marque, en tout cas, c'est pas ça que je retiendrai. Après, je t'avoue que c'était pas forcément cette vanne de fin qui était un peu gratos, mais marrante dans le premier, notamment, que j'ai retenu du premier Kingsman. Moi, je me rappelle vraiment surtout, notamment la scène de l'église, tu vois, par exemple. Et du coup, pour The Kingsman première mission, je t'avoue que nous, on en a fait le suivi, que ça a été, il y a eu le rachat par la Fox, il y a eu les décalages de sortie, le truc il devait sortir il y a 2 ans, et en fait, il arrive que maintenant. Est-ce que c'est pas Disney qui a voulu sacrifier le film, hein? Mais ça, je sais pas s'ils veulent sacrifier, parce qu'au final, c'est quand même des films qui doivent leur apporter de la thune, et il y a de la thune qui a été investie avant, donc moi, je comprendrais pas pourquoi un studio voudrait se sacrifier. Après, ils font pas
ils ont pas fait forcément plus d'efforts que ça, mais bon, il y a quand même eu 7 trailers, donc ils ont quand même payé des gens pour monter 7 trailers et pour les diffuser. Il y a eu quand même des campagnes d'affichage et tout ça, donc Et puis il y a eu des projos. Mais après, je me demande. Il y a eu plein de projets d'ailleurs. En tant qu'IP, parce que. Le problème, c'est. Pardon, je te laisse, mais le problème, c'est plus que. Ouais, c'est ça, c'est que l'IP, en fait, 4 ans d'absence totale. Faut la faire revivre, et la question un peu sous-jacente même en faisant ce podcast, le fait est qu'on est 3, Corentin n'est pas là, j'ai demandé à plusieurs participantes de venir aussi, personne n'avait vu le film, et je t'avoue, vu le contexte de début d'année, j'avais la flemme de faire un appel à candidate machin, parce que c'est quand même chiant à organiser tout ça. Mais il y a pas beaucoup de monde qui l'a vu, c'est ça que je veux dire, tu vois. Et c'est pas parce que peu de gens qui en parlent. Et c'est pas comme pour Jupiter's Legacy ou Sweet Tooth, tu vois, qui sont vraiment nuls à chier. Et encore que Sweet Tooth ça a super bien marché, mais tu vois, mais dans notre milieu, c'est des trucs où les gens prennent même pas le temps. C'est juste que est-ce que ça intéresse encore quelqu'un, Kingsman? C'est ça la question. Ah non, mais de toute façon, il y a un clair. truc où c'est non seulement t'as la pause de 4 ans qui leur a fait du mal, mais en plus c'est un prequel. C'est-à-dire que tu peux même pas te reposer sur mais regardez, vous allez retrouver en fait tu vas retrouver personne. Il y aura pas Exy, il y aura pas Exy, il y aura pas. D'ailleurs, même la communication dans la promo de la part de Matthew Vaughn était un peu spéciale, puisqu'en fait il a quand même passé son temps à rappeler que il y aurait bien Kingsman 3. Que ça, j'y crois même pas. Alors, le truc, c'est qu'en plus, maintenant, c'est de moins en moins sûr. Mais en fait, lui, il a dit que c'était dans sa tête, c'était dans ses projets. Tu sais qu'à et que l'époque, ce Kingsman n'annulait pas le projet de suite autour de l'arc d'Exy, etc. Mais à l'époque, et je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que nous, on l'avait reporté à l'époque, mais normalement, The Kingsman devait tourner en back-to-back avec Kingsman 3. Ouais, et au final, ça ne s'est pas passé comme ça. Je sais pas ce qui s'est, du coup, Je pense que c'est les finances personnelles de Matthew Vaughn qui est suffisant. Alors, Matthew Vaughn qui est plein aux as. Oui, c'est un mec plein aux as. Ouais, c'est sa compagnie, il s'en cache pas, il assume et tout. Oui, en fait, c'est comme ça qu'il achète son indépendance. Oui, puis il a fait Marv Films, c'est sa propre compagnie. C'est ça. C'est-à-dire que lui, en fait, ses rapports, pour le coup, avec la Fox, et du coup, peut-être d'ailleurs que c'est ça qui pose peut-être un léger souci avec Disney, c'est que c'était des rapports très distants qu'il avait. C'est-à-dire que lui, vu qu'il était assez à l'aise financièrement pour être à la limite presque de l'indépendance, on pourrait dire, il avait pas spécialement en fait de patience à leur consacrer pour retoucher ses films ou ce genre de trucs, quoi, tu vois. Maintenant, le truc, c'est que ça, par exemple, je sais pas si Disney... Ah, c'est génial, j'ai une crampe. Ah, je sais pas si Disney... Tu veux que je te lâche le pied? Je sais pas si Disney, ils sont méga tolérants avec ce genre de position, tu vois. Mais en plus, en tant que franchise, Kingsman, qu'est-ce que t'en fais? Je veux dire, dans l'organigramme Disney, parce que ça peut pas être juste un film de flux pour Disney+. C'est rude quand même de dire ça. Non, mais ça peut pas être. Non, mais par rapport à Disney, moi, des films qui sont des IP, mais en même temps pas des trucs pour faire des serviettes de bain et des menus McDo. Je suis preneur aussi, moi, au contraire. Mais tu peux pas faire de serviettes de bain, tu peux pas faire d'attraction à Disney. Alors le pire, c'est qu'il y avait un produit dérivé, mais qui était du whisky. Donc, ce qui n'est toujours pas du tout un truc Disney compatible. Non, les briques à Kingsman. C'est ça, quoi. C'est vraiment, c'est un univers machin. Et là, autant il quitte. C'est ça qui est assez drôle d'ailleurs. C'est que c'est une origin story sur des espions. Ah, on va parler en même temps. Non, mais c'est qu'en fait, c'est ça que. C'est une origin story sur des espions. Et théoriquement, le film d'espionnage dans sa forme. Blockbuster, c'est un truc compatible avec à peu près tout, parce que voilà. Mais sauf qu'en fait là, c'est une origin story où t'es plus sur le film de guerre et d'aventure et beaucoup moins sur le côté espion en fait. C'est-à-dire même si t'as un dernier acte où tu pourrais dire ouais c'est un peu comme un vieux James Bond, ce genre de truc, mais en fait le cœur du film c'est la guerre et oui le côté aventure un peu. Donc je pense que c'est ça plus le côté prequel. C'est-à-dire qu'en fait, t'es en rupture de ton avec ta propre saga. C'est pas une suite. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui facilitent pas en fait la sortie de ce film-là. Et qu'en plus, si tu combines ça avec tous les le éléments, côté reporté encore et encore, c'est compliqué parce que là, les mecs en fait. Ils sont passés à autre chose. Déjà, ils sont passés à autre chose. Et puis, est-ce que, c'est un film qui est pas équipé pour boxer contre No Way Home, ni même pour boxer contre la comédie musicale dessin animé là. West Side Story. Non. Encanto et même Tous en scène ou je sais pas quoi là. Ah oui, non, pardon, Tous en scène 2. En fait, c'est-à-dire que le film arrive dans un contexte où, si tu veux ton blockbuster y a même plus comics, tu vas voir Spider-Man.
si tu veux du divertissement, machin. Et en fait, Kingsman, au milieu de tout ça, c'est peut-être compliqué de surnager. En plus, je lui en veux presque d'avoir fait cette espèce de préquel parce que, au fond, moi, j'ai un rêve de fanboy. Vu que maintenant, l'ère Daniel Craig est terminée, pour moi, mon rêve absolu, c'est de faire un James Bond, mais un one-shot, en fait, juste un one-shot, pas une série, avec un nouveau comédien qu'on verrait qu'une seule fois, situé dans les années 60. Un film d'époque, dans les années 60, qui se passe exactement selon la formule. Le bureau, il rencontre M. Si tu veux, tu prends Ralph Fiennes puisque c'est M. Il y a un cold open. Ensuite, il va dans le bureau de M. M lui donne le dossier. Ensuite, il va dans une cabine téléphonique à l'ancienne. Enfin, vraiment le film d'espion avec des mecs qui imitent l'accent russe parce que j'adore. Je suis russe d'origine. Les mecs qui imitent l'accent russe. Je veux vraiment avec des méchants communistes. Je veux vraiment un film d'époque. Et en fait, je crois que ce genre d'initiative, ça va un peu tuer ce rêve pas de reboot, mais juste de one shot film d'époque avec un vrai James Bond bien méchant, bien sournois, ce qu'il n'arrive plus à être puisque maintenant, il a une vie de famille. Hein. Et du coup, pour juste terminer sur mon avis, moi j'y allais quand même avec une forme de pas de pitié non plus, mais c'est pire que nous. non, mais c'est pas mais vraiment d'indulgence. Ouais, peut-être d'indulgence parce que par contre, mais ça me fait quand même parce que comme dit, c'est une licence que moi j'aime bien malgré ses travers et ouais, ça m'a quand même fait chier dans le contexte aussi après l'année aussi 2021 en termes de films de tout ce qu'on a vu. Je trouve qu'en fait qu'il s'en sort mieux à mon sens que pas mal d'autres trucs qu'on nous a proposés et c'est vrai que on en reparlera après sur le côté. Enfin, moi, j'ai adhéré à la proposition. Effectivement, c'est vrai que la première. Moi, je suis pas féru d'histoire, donc j'ai pas forcément toutes les clés de lecture à chaque fois. Mais oui, effectivement, par opposition à la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, c'est un conflit autrement plus compliqué où c'est beaucoup plus difficile de cerner qui sont les méchants. Et en même temps, devant l'absurdité, parce que c'est quand même un conflit absurde aussi, à mon sens. Essayer de dire en fait une des pires guerres qui existent et qui est absurde et qu'on n'arrive pas à comprendre si on essayait de l'expliquer entre guillemets par le fait que effectivement derrière en fait c'était que des super vilains de comics qui s'étaient rassemblés et qui sont un peu tous beaucoup over the top, tu vois, beaucoup trop méchants. Est-ce que c'est pas une façon aussi de raconter l'histoire, tu vois, histoire de effectivement de dédramatiser un petit peu la chose. Et moi cette proposition de se dire en fait à l'ère aussi des complots et des fake news machin, de se dire en fait voilà, ce conflit-là en fait c'était par des personnes qu'on connaît mais qui en fait sont tous des méchants avec Rasputin effectivement qui est l'incarnation même du les gars on vous a fait n'importe quoi. En fait moi ça me va, tu vois, mais parce que je suis aussi ultra distancié sur ce côté c'est une œuvre de fiction qui reste vraiment de la pure fiction. Pour moi il y a absolument rien dedans à partir de toute façon, mais même avant de voir Rasputin, mais à partir d'un certain moment, tu te dis quand même très rapidement qu'il n'y a absolument pas de rapport au réel vraiment. Effectivement, c'est une réécriture et que pour moi, tout ce côté dont on a déjà pu parler en privé, mais sur le révisionnisme et tout ça, je ne le vois pas parce que dans ma tête, c'est vraiment purement fictionnel, même si ça raconte des choses que j'ai vues en histoire, tu vois. Et sur ce principe-là, du coup, j'y adhère. Mais oui, mais tu sais que t'es pas le seul à m'avoir parlé de ce révisionnisme. Il y a même un mec sur nos réseaux sociaux avec Comics Blog et tout qui était ultra vénère parce que la France n'était pas présente. Et on me dit vraiment. Alors du coup, c'était un mec, je sais pas, peut-être ultra nationaliste ou je sais pas quoi, mais qui était outré. Et moi, il a peut-être un arrière-grand-père qui est mort sur le front. Mais moi, j'ai de la famille qui est morte aussi en fait pendant ces conflits-là. Simplement quelqu'un qui veut se souvenir que la France a un peu. Oui, mais c'est pas. Mais pour moi, c'est pas au rôle d'un cinéaste américain qui fait des spoofs de James Bond et qui essaie de faire un préquel pour justifier la création de son agence d'espions. C'est pas lui. C'est son rôle. Il est pas éducatif. Je t'avoue que j'ai été autant perplexe que quand j'ai vu la première fois. Saving Private Ryan au cinéma. Je suis assez vieux pour désolé. Hein. Ouais, moi j'avais clairement pas le droit. Et j'ai vu et j'ai fait ah ouais, il y a pas de français en fait, ça se déroule en France, il y a pas un seul français. Enfin si, un moment qui fait au secours, aidez-nous. Mais est-ce qu'on peut spoiler alors ou pas? Je vais juste finir. D'accord, ok. Et du coup, par contre, ce que j'ai, parce que c'est quand même un aspect particulier, mais par contre, j'ai quand même que dans l'ensemble, le casting était bon. Enfin, j'ai pas trouvé que qui que ce soit était pas au top. Alors, franchement, j'adore Jim Ononsu, mais faut lui faire autre chose qu'un bouclier, quoi. Parce qu'il se prend les balles des autres pendant tout le film. Il se prend une lame, tu te dis il va mourir, et en fait il meurt pas. Et ensuite il se prend une balle et il meurt pas. Et en fait. Mais toi, tu veux trop que les gens meurent.
Mais non, mais surtout, non, je veux pas qu'il meure, mais surtout, je veux qu'il fasse autre chose que se prendre des balles, de servir de bouclier. Après, là, je parlais vraiment juste des acteurs, pas de l'écriture de leur personnage. Parce que Gemma Arterton, je l'aime bien. Par contre, je trouve que son personnage est quand même très mal écrit. Enfin, à des grosses. C'est une femme de ménage espionne. Ouais, mais c'est au-delà de ça. C'est que c'est le trope de c'est la nana qui sait mieux faire que tous les gars. Et puis quand même, bon, c'est un peu du spoiler, mais qui va tomber dans les bras d'un des personnages, tu vois, de façon ultra gratuite, tu vois. Très gênant. Et très gênant. C'est vraiment un baiser de motivation. Ouais, c'est ça. Non, c'est genre, allez, ressaisis-toi. Ouais, c'est ça. Tu fais, mais qu'est-ce que ça fout là? Non, c'est ça, mais ça m'a un peu perdu, tu vois. Après, j'ai quand même trouvé le casting dans l'ensemble assez sympathique. C'est même les décors, les costumes et tout, je trouve que c'est plutôt cool. Il y a un truc qui est vraiment loupé, à mon avis, c'est le casting du méchant, que je veux pas spoiler, mais qui parle avec un accent, wink wink, mais il est genre, ils auraient pu prendre un mec un peu plus, genre un Nicolas Cage, tu vois, c'est le moment. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu aller plus loin. Quitte à aller faire un truc nanardeux. Parce que vraiment l'explication est très très nanardeuse, et là on bascule dans le spoiler, mais t'as eu un Nicolas Cage quand il jouait Fu Manchu dans le trailer du faux film Les femmes loups-garous des SS. Oui. C'était dans le diptyque Grindhouse, c'est-à-dire que t'avais Planète Terreur de Robert Rodriguez et Boulevard de la Mort de Tarantino, et ils étaient séparés en fait par des bandes annonces, par des trailers qui étaient parfois meilleurs que certains films, et des trailers qui pour certains ont donné des vrais films, comme Hobo with a Shotgun. Tout à fait, et Machete. Et Machete aussi, ouais. Mais du coup, t'as... voilà, là c'est le moment dont on se parlait tout à l'heure, où on se dit, mais quitte à faire n'importe quoi, en fait, faites un truc beaucoup plus over the top encore, et encore plus marrant. C'est peut-être du coup, pour qu'on vous en veuille pas que le sérieux soit loupé. C'est ça, en fait, c'est exactement ça. Et clairement, je pense que Matthew Vaughn, en fait, c'est là où je le sens pas à l'aise, en fait, avec son contexte. C'est que lui, il peut faire ça, puisqu'il l'a déjà fait avant, dans presque tous ses films, d'ailleurs. Et là, en fait, t'as l'impression qu'il voudrait le faire, mais qu'il se le permet pas, parce que, justement, il est un peu gêné par le fait qu'il doit à chaque fois raccrocher les wagons avec un livre d'histoire normale, et que du coup en fait il se dit alors je peux pas en fait mon méchant peut pas être aussi extravagant que ça et tout, mais sauf que du coup t'as quand même un méchant qui est archi bancal, et donc parce que une fois que t'as passé le côté genre la surprise et le côté attendez qu'est-ce que c'est que ça, le film reste sérieux en fait, et donc là tu dis mais non, ça peut pas marcher votre truc, parce que et là alors pour le coup moi j'ai pas d'affect par rapport à ces faits historiques là. Moi je parle juste en tant que spectateur qui cherchait du divertissement, et en fait du coup mon truc il est cassé par ça, parce que en fait autant toi ce qui va te gêner ça va être justement le fait qu'ils ont fait n'importe quoi avec des faits historiques. Moi, ça va être le fait que le film s'en excuse en fait presque en permanence. C'est-à-dire, mais attendez, regardez, là en fait cet événement il est vraiment arrivé. C'est juste que nous on a modifié son origine, etc. Là, tu fais, oui, mais vu que vous avez modifié l'origine, en fait, vous pouvez vraiment modifier tout, parce que là, du coup, on est dans t'as l'impression que Matthew Vaughn et du coup le film en entier a le cul entre deux chaises comme ça, et que du coup il s'amuse quand même un peu moins. Du coup, parce que t'as si tu prends le trio de héros, puisque Fiennes, il est à la moitié du film, il est déprimé. C'est ça quoi, c'est d'abord un veuf, puis c'est un père endeuillé, et puis après spoiler alerte. Mais là on est passé en partie spoiler. J'ai pas donné le décompte encore, quand même. Pardon. Mais parce que du coup sur l'histoire, alors pour terminer, parce que même sur l'histoire, par contre, je trouvais que c'était ça, justement, c'était quand même une proposition de relecture qui était intéressante, qui avait ses moments forts et ses moments un petit peu what the fuck, et on reviendra de nouveau sur Rasputin après, et qui avait quand même ce twist effectivement qui replonge tout d'un coup dans un certain sérieux ou un certain pathos, et qui était brillant dans la façon dont effectivement il a jamais été spoilé par la promotion, et justement ça sort dans un contexte où à côté on a vu un film dont le contenu a été déjà connu au final depuis un an avant sa sortie, et je trouvais quand même que malgré tout c'était un film qui a priori avait pas forcément énormément non plus de prétention de juste justement s'amuser à créer en fait une origine à son agence d'espionnage dans un contexte historique, et que ça le faisait relativement bien sans abuser sur le fan service, avec une histoire qui
se voulait un petit peu sérieuse, qui était loin d'être parfaite, mais qui avait quand même une ligne assez nette. Et je trouvais au final qu'avoir un film assez honnête en fait dans sa proposition, ça faisait pas de mal aussi par rapport au cynisme d'autres studios. Je trouve ça vachement plus cynique en vrai. Ah ouais. Mais on va revoir dans la partie. On va se battre, on va se battre. Écoute, du coup, on a fait le tour de table pour nous trois. Donc, on va pouvoir partir dans la partie spoilers. Et j'ai envie de dire, sur quel sujet vous voulez. On revient sur l'histoire et donc avec ce twist de milieu de film notamment. Ça, ouais. Je pense que le twist du milieu de film, c'est ce qui s'impose. C'est qu'en fait. Donc on a une ligue. Alors juste pour revenir quand même sur l'histoire, c'est donc le comte Oxford qui donc au début du film perd sa femme pendant la guerre des Boers et décide du coup de plus jamais rentrer s'intéresser à des conflits, une sorte de vœu de pacifisme. Sauf que son fils, lui, quand la guerre justement la grande guerre commence, il veut s'engager absolument, il veut servir sa patrie, blablabla, l'honneur de l'Angleterre et tout ça, et donc se retrouve dans les tranchées à combattre avec les Anglais les Anglais de France, et après avoir réussi à récupérer un soldat qui est venu de l'autre bord, qui a sur lui des documents précieux, il arrive tout juste à regagner ses tranchées, sauf que en fait, pour pouvoir être engagé sans que son père lui casse les pieds, il s'était fait passer pour quelqu'un d'autre. Et donc là, on lui demande qui est-ce que vous êtes, il dit son nom, son faux nom, et là le truc c'est qu'à côté de lui, il y a un soldat qui connaissait la vraie personne dont il a emprunté le nom, qui dit non, c'est pas toi, moi je connais le gars, tu lui ressembles pas du tout, putain, t'es un sale espion. Et il le descend en 2 secondes, ça et on est reparti pour un autre film de deuil. Et du coup, il y a un autre. C'est un deuxième deuil, mais pour le coup, tu le sens pas venir. Tu dis non, c'est bon, ils vont se calmer de ça. Non, il lui tire une balle. C'est une vraie surprise. Alors, c'est vrai que pour un blockbuster. J'aimais pas l'acteur, donc je me suis dit. Ah, tu l'aimes pas celui qui joue c'est-à-dire, je sais pas, il a le don. Très jeune premier, quoi. Il a le don pour choisir des acteurs qui me parlent. Harris Dickinson, ouais. Aaron Tagerton, déjà, c'était pas mon. Ah ouais? Ah ouais, non, c'est-à-dire j'achèterais pas des action figures de lui, c'est sûr et certain. Mais personne ne fait ça. Non, oui, bien sûr. Mais non, mais il s'est jamais été des acteurs vraiment ouf. Mais après, pourquoi pas? Parce que j'aime bien quand l'acteur principal il est pas connu et qu'il a pas une figure connue et que tu te reposes justement sur des méchants charismatiques. Ce que faisait beaucoup plus les 2 premiers films, parce qu'on oublie Julianne Moore, elle était pas ouf dans mon souvenir. Ouais. C'était quand même pas terrible. C'est pas ouf, mais disons qu'elle s'en donnait à cœur joie. Elle était contente d'être là. Elle s'éclatait. Je pense qu'elle était contente d'être là, comme Samuel Jackson quand il touche son chèque, tu vois. Il y a un vrai souci de film, puisqu'on est passé en mode spoiler, c'est quand même que cette ligue extraordinaire de gentlemen méchants qui réunit Mata Hari, mais donc qui réunit aussi Vladimir Ilyich Ulyanov dit Lénine, qui réunit à peu près tous les gens un peu chelous de cette époque-là. Il y a Daniel Brühl qui joue un Allemand qui a accéléré la montée du nazisme il y a Daniel Allemagne. Brühl, et il y a aussi celui qui va assassiner l'archiduc Ferdinand. Ouais. Et le truc, Franz Ferdinand, ça c'est c'est un nom. Take me out. Justement, il meurt d'une manière très take me out, un peu ridicule, puisque en fait, la bombe elle ricoche et finalement ils prennent une impasse. Oh, on est trop bêtes, ils prennent une impasse. Mais ça aussi parce que tu t'y attends en fait quand tu vois la scène en plus qui fait très en plus Kennedy limite aussi dans l'imagerie, tu te dis c'est comme ça. Donc pareil quand il échoue sa première tentative d'assassinat, tu fais. Moi je me suis demandé du jour est-ce qu'ils vont expliquer du coup la guerre d'une autre façon parce qu'au final Ferdinand sera pas mort et en fait ils y reviennent quand même ensuite. Mais du coup à un moment j'étais là avec mon voisin, je me suis dit mais attends mais vraiment ils nous refont l'expliquer la guerre c'est l'origine c'est ça, et en fait le méchant archi méchant qui chapeaute toute cette ligue en fait est un Écossais. Et comme Mark Millar. Mais je pense que c'est vraiment pour lui faire nink wink. Mais donc du coup en fait la Première Guerre mondiale est la faute d'un Écossais déjà. Et on l'apprend à la fin, puisqu'il faut rester jusqu'à la fin, aux dernières secondes du film, puisqu'on l'apprend. Il y a un nouveau membre de la Ligue qui intervient, c'est Adolf Hitler qui intervient. Et donc, Lénine et Hitler, dans la même pièce, qui se font un check, genre on va niquer tout. On va niquer l'Europe entière. Et du coup, cet Écossais, et donc l'Écosse, quelque part, est responsable et de la première
et de la Deuxième Guerre, c'est quand même une grosse responsabilité, et aussi d'avoir placé donc Hitler, donc quelque part ce mec est responsable de la situation, de l'Holocauste tout entière. Mais même de la situation en Russie du coup, puisque t'as Lénine qui a la même. Après c'est pas l'Écosse, c'est ce mec en particulier. Ce mec-là, mais qui vraiment a une revanche. Qui est très rancunier. Sur les Anglais. Mais c'est pour ça, tu vois, que tu sors complètement du réel, tu vois, c'est complètement. Et encore, il aurait pu être irlandais, tu sais, accrochez-vous. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est pour ça que moi, j'arrive pas non plus à forcément Mais qu'est-ce que l'Écosse leur a fait, franchement? Je sais pas, mais en vrai, on s'en branle, tu vois. Ah non, moi, je m'en branle pas du tout, moi. Moi, je m'en branle pas du tout. Genre, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ce film veut nous dire? Mais je crois pas que ça veut dire quoi que ce soit. Ok, d'accord, que tu machin, mais moi, quand je vois ce film, je dis, mais qu'est-ce que ce film est en train de me raconter? Qu'est-ce que ce film est en train de me dire que finalement, en fait, la première guerre n'a pas été suffisante. On a placé Adolf Hitler et hypothétique suite, genre. C'est ça qui est ouf, c'est que le monde Marvel, tu vois les trucs, tu vois tout d'un coup, tu vois arriver, je sais pas, on te tease Adam Strange, on te tease Star Fox, on te tease Venom, et là on te tease Adolf Hitler. Après, c'est quand même un projet de préquel sur l'agence Kingsman qui se forme à la fin du film, comme ça tu t'y attends de toute façon. Et l'idée c'est que si tu veux faire une suite, c'est le même principe que les Wonder Woman, c'est que tu continues de remonter dans le temps. Donc quels sont les prochains conflits dans lesquels une agence d'espionnage pourrait être impliquée, et quels sont les autres événements historiques qu'on peut essayer de réécrire en prenant en compte l'existence d'une agence d'espions qui donc voit sa fondation sur l'utilisation de domestiques, puisque personne ne soupçonne que ces gens-là écoutent ce qui se passe, tu vois. Après, c'est juste ça, c'est juste quel est le prochain conflit. Alors moi je pense plus que c'est du domaine du clin d'œil, justement par rapport aux Marveleries avec la scène du générique et tout. Parce que j'imagine très mal Matthew Vaughn, premier degré, aussi bourrin soit-il, se dire genre, je vais faire une suite et cette fois, je vais raconter comment en fait Hitler c'était plus ou moins le pantin de un Illuminati du mal. Je pense que là il est plus en mode, même moi j'ai ma scène post-gène et c'est, du générique plutôt parce que c'est pendant le générique. Et en fait, chez moi cette scène-là, c'est c'est pas avec Thanos, c'est avec Hitler quoi, tu vois. En gros, je pense que lui, il m'a l'air d'avoir un humour qui est tellement. Il y a pas de métaphore là-dedans. Il y a pas de métaphore, il y a pas de sous-texte. Il y a juste un film qui est en train de défiler devant nos yeux, qui est en train de réécrire la Première Guerre mondiale et de fait l'histoire de la Russie. Puisque il place juste. Et alors ça devient un peu personnel, mais le tsar du coup. En vrai, alors moi, il faut que je vous dise. Donc j'ai précisé que j'étais d'origine russe. Chez nous, à la maison, il y avait un veto absolu sur certaines œuvres. Par exemple, Anastasia, c'est pas possible, c'était pas interdit à la maison. Oui, parce qu'il y a Rasputin aussi dedans. Parce qu'il y a Rasputin, mais c'est pas le problème. C'est déjà le méchant. Le problème n'est pas Rasputin, parce que Rasputin, en fait, on s'en fout. Rasputin, c'est maintenant un personnage de fiction. Pour moi, il pourrait balancer des éclairs comme l'empereur. Ça serait la même. Là, il fait du kung-fu. Je suis content que voir Rasputin faire des conneries. Et honnêtement, il le joue de manière un peu pathético-rigolote, donc je trouve ça assez fun et tout. Mais c'est pas un problème pour moi. Et même Mata Hari, tu peux faire ce que tu veux. Mata Hari, c'est presque limite un peu plus gênant de la réduire juste à un rôle de courtisane. Là pour le coup c'est un sujet drôle. Super intéressant. C'est là pour le coup tu sens qu'il ça l'intéressait pas ou il savait pas quoi en faire. Est-ce qu'on peut faire une scène? Il a bâclé vite fait, vas-y, mais c'est sous-exploité de ouf maintenant. Mais du coup en fait il y a une scène de signature de la reddition du tsar. Alors parce que c'est un film qui quand même doit nous emmener à notre ère aujourd'hui et donc pas modifier en fait. Ça devrait nous raconter ce qui se passe vraiment. Et là tout d'un coup on voit Lénine qui fait une signature alors c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais non, je disais Anastasia c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça mettait le tsar sous un jour positif. Le tsar c'est quand même un qui a affamé son peuple et tout ça. Et en fait ce qui s'est passé je fais 30 secondes d'histoire. T'inquiète. C'est que en fait le tsar a été déboulonné par la première révolution de février. Il y a eu un gouvernement provisoire qui s'appelait Socialiste Révolutionnaire. Et fun fact, j'avais un membre de ma famille qui en faisait partie et qui ont tenu la Russie pendant 10 mois jusqu'à ce que les communistes, alors pas de bol, ils se sont fait avant décimer par le tsar et ensuite ils se sont fait décimer après par les communistes. Ma famille a jamais choisi les bons camps. Et du coup, il y a quand même tout un truc de il faut pas que la Russie s'engage, il faut que la Russie se désengage. Ça devient l'enjeu du film, c'est que la Russie se désengage. Mais du coup, elle zappe complètement un truc qui est très insultant pour énormément de gens qui ont essayé de croire que la Russie allait s'en sortir et finalement elle est tombée sous le joug du communiste.
Et du coup, on voit cette scène absurde de Lénine qui fait signer la reddition au tsar, alors que bon, ils les ont tués juste après, en fait. Et ce truc n'est un peu, genre, d'ailleurs, ils se sont dit, c'est un peu glauque quand même. Dans leur façon, dans cette vision revisitée, c'est Adolf Hitler qui bute la famille du tsar, non? Parce que c'est lui qui prend la photo, t'as le flashback où tu le vois, ou c'est lui qui prend la photo, ou alors c'est le super méchant, je me rappelle plus. Je crois que c'est le méchant. Je sais plus si c'est le méchant ou si c'est pas le photographe, justement. Je crois que c'est le photo. Si, c'est Adolf, c'est le photographe. C'est le photographe qui bute la famille du tsar. Au bout d'un moment, il y a tellement de trucs un peu absurdes et tout ça que je trouve ça. Au bout d'un moment, il faudrait presque que je les renote. Mais tu vois, entre le début qui me vend quand même l'Angleterre comme une gentille colonie qui avait un petit peu quelques débordements pour que ensuite il arrête. Là, je trouve il y a quand même le conte dit quand même ouais, ce que vous faites ça ressemble à des camps ou je sais pas quoi. Il y a quand même un vocabulaire qui renvoie directement aussi au. C'est vite emballé quand même. Mais le truc c'est qu'après c'est déjà anechronique. En fait. C'est vite emballé. Oui, non mais c'est pour dire que de toute façon. Parce que les colonies anglaises elles ont continué quand même un petit paquet de temps. Mais après, est-ce que l'Inde, la Chine. Mais tu penses que c'était le propos du film? Non, alors, moi, c'est pas le propos qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que ça nous explique, de quoi ça nous parle. Et en tout cas, cette espèce de twist est en train de nous faire une espèce d'histoire remake, une histoire facile à bouffer pour les gens, où il y a très peu de détails, où on dit eux c'est les méchants. Eux c'est les gentils, très très commode, et où par exemple le personnage de Jim Henson, je suis très gêné par le personnage de Jim Henson qui est un mec super badass, tu le comprends parce qu'il manie 2 fois le couteau et tu te dis ah putain en fait je veux te voir décapite des types, il décapite des types et tout, où tu dis ah c'est super badass, et le reste du temps c'est quand même le majordome, et comme je l'ai dit qui se prend des balles à la place du héros. Je suis très gêné aussi par cette imagerie du majordome à l'anglaise, et je sais que c'est quelque chose qui existait et qui existe dans leur contexte et tout ça, mais d'abord je suis désolé pour Jim Henson parce que vraiment c'est un super acteur, il mériterait mieux. Et pourtant il a plus, ce qu'on en parle aussi avec Yerim avant, c'est dire qu'il a quand même vachement plus que ce qu'on lui accorde dans d'autres productions. Ah oui, non mais bien sûr, non, mais ça c'est demande aux comédiens arabes ou noirs et français qui essayent de se faire une place à Hollywood, ils te diront toujours la même chose, on nous file les mêmes rôles, et Jim Henson, je pense que quand il signe le projet, il se dit je vais quand même avoir des bonnes scènes, et il en a quelques-unes, mais elles sont tellement rares, on aimerait tellement en voir plus. Il a quand même droit du coup, enfin c'est pas pour dire aussi c'est vachement bien, je veux dire au moins il a droit quand même à ce ballet de sabre contre Rasputin, avec quelques jolis angles, il repose cette caméra sur les lames des épées, je trouve qu'il donne quelques petits plans intéressants aussi, tu vois, qui permet d'avoir quelques trucs dans l'action. Moi je suis très dérangé parce que ce film véhicule sur notre histoire, et je dis notre histoire à nous tous, tu vois, qu'est-ce que ça nous raconte, et je pense que on aurait pu faire ça mieux. Voilà, je pense que je suis persuadé que à quelques écritures près, tu pouvais faire ça et plus drôle. Parce que tu peux faire rire, tu peux rigoler. Tout le monde en rigole aujourd'hui de l'archiduc qui se fait flinguer et que ça déclenche la guerre mondiale qui a tué des millions de gens, parce que tout le monde sait que c'est un faux argument en fait. Et genre quand tu apprends ça à l'école, tu te dis mais c'est ça qui a déclenché la Première Guerre mondiale, vraiment c'est ça. Et en fait non, tu comprends qu'il y a une géopolitique et tout ça. D'ailleurs ils essaient dans ce fameux clip au début de l'expliquer un petit peu. C'est-à-dire tu sais parce que t'as les trois, donc t'as le tsar, ils auraient pu le faire en SD, la japanime, tu vois. Mais c'est le même acteur en fait qui joue les 3 personnages. C'est juste qu'ils lui ont mis des postiches différents. Merde, j'ai pas remarqué. Oui, mais non, mais personne ne remarque du coup. Oui, parce qu'en plus c'est marrant quoi. Ils vannent en disant que c'est un peu des co-sanguins. Ouais, c'est ça. Comme beaucoup, c'est un grand problème du tsar d'ailleurs. Mais ouais, non, je pense que ce film exprime quelque chose de très. Enfin, Kingsman 1 et 2, c'était des purs. C'était des crowd pleasers, tu vois. C'était vraiment. Il y avait vraiment un truc assez cathartique à faire et tout. Et c'est ce que faisaient le 1 et le 2, et qu'on les aime ou pas, c'était leur mission. Là, ce film est en train de nous servir une espèce de version twistée, une espèce de remix, un DJ Cut Killer de la Première Guerre mondiale. Et moi, honnêtement, je suis sorti avec un sale goût dans la bouche. J'ai vraiment ça m'a gâché le film, vraiment. Alors que
moi les uchroniphones, moi donnez-moi des ninjas, donnez-moi des robots, donnez-moi des exosquelettes. Moi j'adore, tu vois, au Japon il y a Sakura Taisen, c'est des filles qui sont comédiennes au début du siècle et en même temps elles pilotent des robots pour aller, alors que ça fait complètement abstraction de la réalité politique du Japon, tu vois, mais c'est fun, c'est coloré, il y a un truc, tu vois, et c'est parce que ça n'épouse jamais l'envie de voir à raconter quelque chose de sérieux. Là, putain, mais mon fils est mort à la guerre et tout, genre, ok, c'est super sérieux business. Tu t'en fiches parce que la meuf elle t'embrasse après et du coup tu repars comme en 40 quoi. Oui, c'est vrai. La mémoire, alors, la morale du film. Et c'est Gemma quand même, hein. Mais ce retournement était aussi complètement, enfin, le Gemma. Ouais, le côté de non mais en fait je vous aime et enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Elle a suivi le fait qu'il ait perdu sa femme, maintenant qu'il ait perdu son gamin. Et elle va quand même ils en font un love interest d'un coup alors que c'était pas le but du personnage jusque là. Donc c'est un truc qui, autant j'ai vraiment kiffé le twist du gamin qui meurt, et peut-être pour avoir aussi une forme de message sur en fait le patriotisme et votre envie de vous battre pour des pays, c'est de la merde. Mais au final, qui devrait être le bon message d'un film de guerre, hein. Ouais. Parce qu'honnêtement, puis c'est la façon de guerre, comment c'est sec et cruel. Moi, je trouvais que c'était bien, tu vois, que c'était un bon bien, film de guerre, c'est normalement un truc dont tu sors et t'as pas envie de faire la guerre. Ouais. Mais ce film n'a pas les prétentions des Sentiers de la Gloire, quoi. Non, enfin, je veux dire. Non, mais parce que, comme dit, je pense que c'est pas son but, et peut-être que c'est son erreur, du coup, d'avoir trop voulu jouer proche du contexte historique et ne pas s'en être démarqué suffisamment pour qu'on puisse vraiment se dédouaner complètement, en fait, de ce rapport à la réalité et qu'on puisse le prendre que pour une fiction. Et c'est ce que je t'ai dit, moi, j'ai pas d'affect personnel sur la Première Guerre mondiale. Après, effectivement, s'ils font une suite sur la Seconde Guerre et qu'ils disent que les Alsaciens déportés c'était des gros branleurs, peut-être qu'effectivement ça va m'énerver un peu plus, quoi. Tu vois, il faut toujours écouter les gens qui disent ça me choque. Ah, mais c'est pour ça que je t'écoute, hein, clairement. Ouais, non, mais je te l'ai dit, je t'écoute et je t'entends. Ouais, non, clairement. Et merci de me laisser parler parce que. Mais j'ai vu quelques gens qui disaient ouais, c'est quand même abusé et tout ça. Ouais, moi je trouve que c'est plus qu'abusé. Il faut. Le film existe et ça va rien changer au livre d'histoire, hein. Mais c'est juste, il faut être vigilant à qu'est-ce qu'on nous sert et le savoir, quoi. Et ça, je pense que ça va presque au-delà des plaques sur la sodomie. Enfin, tu vois. C'est un autre sujet, oui, effectivement. Oui, et je pense qu'en plus, ce film décevra aussi les gens qui sont venus pour ça, quoi. Pour le truc cracra. Pour le côté juste fun et tout. Ouais. Je pense que parce qu'il l'est pas. Mais il m'a jamais été vendu, quand tu vois les trailers, il m'a jamais été vendu pour un truc aussi fun que pouvait l'être la franchise Kingsman, tu vois. C'est pas du tout le même type de montage. Yemrim a raison, c'est son film le plus sérieux, en fait. Bah ouais. C'est ça qui est d'autant plus décevant, hein, je pense. C'est un peu ça. Après, alors moi, par rapport il y a un truc, donc évidemment, c'est que j'ai pas de rapport perso à ce pan de l'histoire-là. Et l'autre truc, c'est que pour moi, en fait, il a pas vraiment d'intention, en fait. Genre, il a pas de pensée construite derrière tout ça. C'est-à-dire que je pense que c'est juste un gars qui aime les trucs cool à filmer, et que lui, quand il le fait, c'est je pense que le truc que toi tu reçois en mode c'est problématique, en fait pour lui c'est un truc auquel il pense pas, soit par ignorance pure, soit juste parce qu'en fait lui il le voit pas, en fait, lui, mais comme dans son rapport à la violence, en fait, dans tout son cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, lui, en tout cas, c'est cette impression qu'il me donne, c'est que c'était un gars, quand il fait Kick-Ass, il explique qu'en fait, c'est pour un peu dynamiter les codes de super-héros et compagnie. Quand il fait Kingsman, il t'explique que c'est un peu pour dynamiter les codes du film d'espionnage et tout. Et je pense qu'en fait, lui, il a pas, sa note d'intention, elle s'arrête là, tu vois, en fait. On pourrait pas lui donner directement les licences pour qu'il les fasse. Après, peut-être. Après, il veut faire sa propre licence aussi, parce que Kingsman, il avait dit, bon, après, c'était le producteur qui avait dit ça l'année dernière, mais il disait qu'au total, il voulait faire quand même 7 films. Oula. Il pourrait pas faire une rom-com sur Netflix comme tout le monde. Si tu fais 3 films Kingsman plus 3 films de préquel, techniquement t'en as déjà 6, tu vois, donc quelque part la moitié du chemin est déjà faite. Ouais, mais beaucoup, regarde, nous on est là en train de dire qui ça intéresse, putain. Oui, non, après moi ça continue de m'intéresser, tu vois. Ah mais moi j'irais, mais d'un œil très très critique, parce que le prochain c'est la Seconde Guerre mondiale. Et c'est quoi le Non, mais justement, peut-être qu'il va pas se risquer effectivement sur ce terrain-là. C'est vrai que c'est un peu. C'est quoi le prochain alors? C'est après, c'est. Il pourrait faire, en fait,
toi tu kifferas pas non plus, mais en fait le truc classique des espions ce serait la guerre froide. ouais. Ah non, mais moi je suis full. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce serait la guerre froide réécrite pareil. Oui, C'est-à-dire que une guerre froide sans aucun russe. Mais C'est-à-dire que t'aurais un méchant écossais qui fait une ligne directe avec Staline. Il fait ouais, alors écoute, là le plan est parti en couille. Ce serait très étrange. opening shot, les goulags. Donc voilà, c'est. Oh, c'est pas très sympa ce que vous faites dans ces goulags. Ouais, allez, on passe à la scène suivante. Mais tu sais que Mark Millar a écrit un comics qui se passe dans un camp de concentration. Hein. Ah bon? Il a écrit Wolverine dans un camp de concentration. Ah, je sais pas. Je crois que c'est le numéro 23 ou 24, je sais plus de avec son Steve run. McNiven, non, au dessin, c'est Ouais. pas ça. Ouais. Est-ce que non, c'est pas Steve McNiven. Non. Non, c'est pas Steve McNiven. C'est plus. Je crois que la couverture. Je sais plus qui est le dessinateur, mais c'est un one shot. Ah, c'est un one shot, d'accord. C'est un one shot. Enfin, c'est un one shot pris dans son run et il a écrit. Et honnêtement, je me souviens quand je l'ai ouvert, j'ai fait oh, Mark Millar qui va nous parler de camp de concentration. Est-ce que j'ai envie de lire ça? Et tu sais quoi? C'est pas du tout son pire comics. C'est pas. Ouais, bah, en même temps, Non, mais il a fait gaffe. Et surtout, et en plus, il s'est donné le truc. Il y a un quick où il explique qu'il est allé voir Will Eisner pour lui demander est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça et tout. Et Will Eisner lui a dit bien sûr, Mark Millar. C'est ce que Mark Millar raconte. Donc, tu vois, il y a toujours, croyez en vos rêves. Vous aussi, vous pouvez faire des Wolverine dans des camps de concentration. Après, il a fait Superman Red Son, qui était pareil. Une idée volée sur Grant Morrison. C'est vrai. Ah, C'est Grant Morrison qui lui a dit. C'est la fin, non, mais c'est la fin de Grant Morrison, je crois, qui est volé. Non, C'est le début, c'est le concept. Je crois que c'est le concept et la fin. Et en fait, comme ça se passe chez les Écossais dans un bar. Et ils étaient potes avant. Et après, ils étaient plus potes. Maintenant, ils s'adressent plus la parole. Mais moi, je suis Team Morrison. Je suis désolé. Mais je voulais juste dire un truc. Je sais pas si on peut ponctuer sur ce film-là. C'est le dernier film de Brad Allen. Brad Allen, qui est quand même le chorégraphe, c'est un mec de la team de Jackie Chan. C'était le grand gaijin comme on le dit en japonais, le grand étranger de la team Jackie Chan. Et il a été depuis des années, depuis le début des années 90 avec lui. Et c'est son dernier film. Et alors, c'est ouf, parce que ça se voit en fait les deux séquences. Parce qu'il prend sa retraite ou Ah non, il est décédé en août, je crois. Et oui, justement, c'est ça le problème, c'est qu'on n'en parle pas assez. Donc le pauvre est décédé. Et son dernier film, c'est celui-là. Et juste avant, il avait fait Shang-Chi, donc ça se voit aussi dans les cascades. Dans les cascades de Shang-Chi, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment super par rapport au mec qui est pas ouf en arts martiaux. C'est vraiment un grand styliste. Après, dans Shang-Chi, par exemple, si tu prends la scène du bus, en fait, la Corée est bien, mais elle est mal filmée. Là où, quand il est en binôme avec un mec comme Vogue, tu sais, c'est vraiment, ça transpire c'est virtuose, en fait. Tu sais, les Wachowski avec One Whopping, c'est autre chose, ça devient autre chose. C'est parfois, le film, le cinéma, c'est aussi des associations et clairement, là, ils avaient les bons comédiens pour faire les bonnes bastons, là, dans celui-là. Mais honnêtement, la scène. Je t'avoue que moi, je sentais pas venir comme ça Rhys Ifans, en fait. Ah ouais, non, mais je savais pas qui pouvait. Mais toute cette scène Après, est trop. Je suis d'accord qu'il y a des doublures et tout. Mais... Ouais, mais c'est une scène qui, dans son ensemble, de toute façon, est super bizarre, qui est peut-être le moment le plus over the top du film. Ouais, en plus, parce qu'il est avec son enfant, et en plus, parce qu'il y a Jim Hunsu, genre tout le monde est réuni, et c'est un peu les Avengers, ils s'y mettent à 3. Et ouais, tout. complètement. Ouais, mais même parce que le mec est crevable. Parce que le mec. Oui, il est zombie. Le mec, il est à la fois. Il est un peu drôle, parce que du coup, il a l'air d'être ça complètement à l'aise avec sa bisexualité. Il fait des vannes, machin, sur les femmes, les mecs, ils s'en foutent. Lui, clairement, il veut juste mettre son zizi partout où est-ce qu'il peut. It's like Russian people may put the penis everywhere. Ouais, voilà. Vraiment, il le joue comme ça, il le joue avec un accent débile. Ouais, c'est ça. Moi, je suis habitué accent, et puis et du coup, vraiment, ce côté de la mission il aime bien les garçons un peu jeunes, un peu juvéniles. Donc d'abord, c'est le fils qui va, mais en fait, il fait non, mais toi, t'es. Je sais pas, en gros, t'es puceau, donc moi, je le daron, t'inquiète. Et après, et tout ce délire autour ils veulent l'empoisonner avec la tarte et ils mangent des gros morceaux de tarte, mais n'importe comment. Enfin, il est dégoûté. Enfin, sur cette idée que, en fait, il s'empoisonnait tous les jours. Ce qui est, mais ça fait partie du mythe urbain de Rasputin. Et Rasputin, du sorcier, quoi. Ouais. Tu peux lui faire ce que tu veux. C'est ce que dans son jeu, du coup, ça, tu sais pas où aller parce que du coup, il y a la bouffe, le cul, le danger, le poison, le machin, tu vois, c'est un maestro et,
d'émotions et de trucs trop bizarres et tu sais pas sur quel pied danser avec donc sans jeu de mots puisque après il danse vraiment sur ses pieds en faisant des mouvements de combat. Mais voilà, mais du coup des balayettes de Rasputin, je veux bien. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, mais tu sais pas. Je trouve que tu sais pas trop comment l'apprendre. Ouais, je veux juste mettre en garde Matthew Vaughn. S'il me fait des Hitler qui fait des roues sans les mains, je crois que vraiment j'ai une hard limite dans ma tête de ce que tu vois, Hitler qui se bat avec des sailles ou des trucs comme ça, des nunchaks, tu vois. Non. Moi, c'est aussi pour ça que je pense que si la saga continue, je veux dire dans ce sens, quelque part, il y a bien eu Jojo Rabbit, pas un Kingsman 3 ou qui serait la suite des aventures. Ah ouais, alors me lance pas sur Jojo. Mais Jojo Rabbit, c'est une autre conception parce que c'est vraiment. Bah, c'est un Hitler imaginaire. Ouais, et c'est aussi. C'est le Hitler fantasmé du gamin. Enfin. Et c'est aussi une relecture LOL mais trucs quand même pas cool, mais ouais. Mais Matthew Vaughn essaie un peu d'être dans cette lignée de. On essaie de faire un peu des trucs à la One Again, un peu surtout. Matthew Vaughn, mais quand tu dis Vaughn, c'est Vaughn, hein, c'est Vaughn, pardon, excuse-moi. C'est Brian K. Vaughn, enfin, mais qui ouais, mais en fait c'est Brian K. Vaughn. Oui, non, c'est désolé, hein, c'est la BD, désolé. Mais ouais, non, et en fait il y a toute cette ribambelle d'acteurs. Le réalisateur de Suicide Squad, de The Suicide Squad aussi, on fait partie un peu de essayer de tout prendre un peu à la déconne, mais du coup en fait quand il y a tout le temps de la déconne, il y a plus de drama, en fait c'est un truc très très ambigu, et Jojo Rabbit aussi essaie de jouer. Taika Waititi il joue là-dessus. Waititi. Ah putain, j'ai aucun nom propre. Aucun nom propre. Rasputin, c'est bon, je l'ai. Mais ouais, non, vraiment, il y a un truc d'équilibre entre déconne et qu'ils essaient tous d'avoir. Et peut-être que c'est des trucs de production où on leur dit il faut que vous soyez déconne, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi l'influence du cinéma Marvel aussi qui a fait que il y a un ton. Et que ouais, mais après le cinéma Marvel est pas responsable de tout. Il vient de, enfin c'est l'école Guy Ritchie. Guy Ritchie, c'était déjà un mec qui faisait du polar, mais en mode plutôt film de gangster que polar d'ailleurs, mais en mode fallait que tu te marres en fait. Enfin Snatch, c'est que ça. D'ailleurs, c'est un peu la limite aussi de Guy Ritchie aussi. Oui, parce que par exemple, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais genre quand il fait Sherlock Holmes, je m'en fous, mais alors, ouais, de ouf. Ouais. Alors, c'est vraiment. Mais alors, tu sais quoi, moi, je suis pas contre Sherlock Holmes qui fait du Wing Chun, tu vois. Ouais, ça. Mais toi, t'es contre personne qui fait du Wing Chun du coup au final, tu vois. Ouais. J'aimerais que tout le monde fasse du Wing Chun. J'aimerais que ce soit un peu inscrit dans le programme d'éducation nationale. En fait. Moi, fais-moi des high kicks avec des. Mais moi, je suis pas contre Hercule Poirot qui fait des high kicks. Je préfère que Hercule Poirot fasse des high kicks que Hercule Poirot par. Non, c'est c'est merde. Kenneth Branagh, il fait Meurtre sur le Nil là. Ah oui. Ouais, bah tu vois, c'est un film qui manque de kung-fu pour moi. Très bien, revenons quand même sur première mission en termes de casting du coup aussi. Ralph Fiennes qu'on n'a pas trop abordé non plus, qui lui à mon semble pour le coup il est impeccable comme dans pas mal de ses rôles, c'est-à-dire qu'il fait, tu lui donnes un truc à jouer, il le jouera vraiment au millimètre quoi. Moi j'étais content de retrouver M, moi. Ouais voilà, alors ça je sais pas tu vois dans quelle mesure c'est du clin d'œil poussé à ce point-là, tu vois, mais oui, c'est clairement ça. Enfin, le mec, bon, il le joue pas exactement pareil parce qu'il y a un côté beaucoup plus triste dans c'est le conte d'Oxford. Ouais, conte d'Oxford. Ouais. Il y a, bon après voilà, effectivement, je trouve que la tentative de romance avec le personnage de sa servante, Polly. Ouais, c'est Gemma Arterton dans le film. C'est ça, ouais. Ok. Bah, je trouve vraiment que ça, en fait, c'est même pas que ça marche pas, c'est que ça arrive vraiment de nulle part. Ouais. C'est vraiment un truc qui pop comme ça. Et puis, ils se réembrassent jamais jusqu'au bout. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ils n'agissent pas comme un couple après. Ouais, c'est ça. Je suis désolé d'avoir le truc moral, en plus, c'est son boss, quoi. Genre, non, mais ça, c'est pas. Ah non, ouais, non, c'est. Ah non, faut pas. Non, mais ça, c'est. Non, mais vous l'avez pris comme un truc stimulant, genre de tiens, c'est ta potion magique et ça y est. Oui, mais en fait, mais ça pour moi, c'est déjà nul. C'est-à-dire que c'est filmé comme ça. Enfin, tu vois, le fait que soit là pour le coup, bon, lui le joue bien, mais c'est quand même très mal écrit. C'est-à-dire que c'est un gars. Là, c'est la version accélérée du deuil dans un film mal écrit, quoi. C'est-à-dire que
il sera comme plus, pour No il Way, traîne, comme il traîne pour en No Way pyjama, Home, quelque part. C'est complètement comme pour No Way Home, No sauf Way qu'à la Home, place de voir 2 autres versions de Ralph Fiennes débarquer, tu vois, il se fait emballer par une meuf, mais c'est grosso modo, No Way Home, il perd sa tante. Pareil, dans ce sens-là, une demi-heure après, Spoiler de No Way Home. Oh non, attends, c'est bon. 2 milliards de recettes. Non, tout va bien. ce que je veux dire, c'est que là, c'est vraiment la dépression cinoche. C'est-à-dire que Oui. il se met à ne plus s'habiller, Il boit de rase l'alcool, plus, il boit. tease. Et ça se règle en 2-2 parce que t'as une meuf qui lui parle un peu violemment et qui le smack, quoi. Donc tu fais waouh, enfin. Et après, il n'agit vraiment pas comme un couple du tout. Alors, Yérim, t'as jamais fait de dépression? C'est comme ça que ça se guérit. C'est comme ça qu'on fait. Qu'est-ce que tu T'es crois? triste, arrête. C'est ça. Je veux dire un truc, c'est que j'ai beaucoup d'affection pour Ralph Fiennes Ouais. depuis que j'ai su que dans Spectre, à l'origine, ça devait être lui, le méchant. Le Spectre, ça devait être lui. Au lieu de Christophe Au lieu de Christophe Waltz, D'accord. et qu'il a combattu de toutes ses forces cette idée. Et donc, je respecte ce mec d'avoir fait non, M doit rester M. Et moi, je dis bonhomme. Je dis bonhomme. D'accord. Bravo, Ralph. Mais sinon, c'est un acteur impeccable. Ouais, c'est ça. Après, Gemma Arterton, oui, mais ça se verra pas trop dans ce film parce que vu ce qu'on lui a écrit. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ouais. Enfin, voilà, c'est ça. C'est Jimon d'abord, Hounsou, moi, j'étais quand elle même fait, content. d'abord, Gemma Arterton, elle fait, la meuf qui est qui est plus fort que les gars. Oui, c'est la meuf badass. Ouais, c'est ça, mais en mode toujours. Enfin, maintenant, c'est devenu un cliché en fait, où c'est juste, on se dit bon, on a une femme, faut qu'on lui fasse faire des trucs évasion, on a qu'à dire qu'elle est meilleure que tout le monde, et c'est tout, mais on lui donne pas non plus énormément de temps de présence ou de développement important. Parce que ouais, c'est ça, parce que ça reste un personnage un peu fonction, quoi. Elle snipe, donc elle est loin de l'action. Ouais. Elle intervient pas dans le dernier carré. Donc c'est pas non plus, ouais, c'est pas. Alors, Jimon Hounsou, moi j'ai bien aimé, surtout, ouais. Pardon, j'étais plutôt content qu'il ait des scènes de premier plan en fait, parce que enfin voilà, tu vois, en fait, même si c'est un peu autant un cliché que Gemma Arterton dans ce film-là, c'est-à-dire que c'est lui aussi un mec qui sait tout faire. C'est-à-dire qu'en fait, Ralph Fiennes est entouré de gens qui sont des assassins d'élite mais qui ont des tafs très normaux. C'est-à-dire que ils font jamais rien avant la fin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que t'as vraiment le truc de mais sinon moi je prépare la bouffe, puis moi je fais le ménage. Enfin, mais qu'est-ce que vous faites là en fait? Ce qui est un peu Alfred, hein. Ce qui est totalement Alfred, bien sûr, mais du coup, enfin c'est pareil. Il aurait pu plus s'amuser avec ce côté-là. Parce que là, en fait, juste, ça arrive à un moment parce que ça doit arriver pour que le film évolue, enfin, pour que l'histoire évolue. On s'en amuse pas plus que ça. Et après, ouais, j'étais quand même content pour Jimon Hounsou qu'il ait, tu vois, plus que une ligne comme dans Les Gardiens de la Galaxie. J'avais même oublié qu'il était dans Les Gardiens. Enfin, on s'en parlait du coup avec Arnaud plus tôt. C'était le sorcier dans Shazam, c'était aussi lui. Et jouer un roi de peuple poisson dans Aquaman. Donc j'avais oublié cette présence dans ces 3 films. Et pourtant, c'est quand même ma spécialité, le truc de blockbuster. Mais non, c'est que c'est juste qu'il joue systématiquement des rôles ultra arrière-plan oubliables. Oubliable. Et donc là, tu dis ok, déjà ils l'ont stylisé un peu et tout machin pour qu'il fasse le look d'époque et tout. Et ouais, il peut montrer beaucoup plus de ses capacités que dans j'ai envie de le voir plus souvent, quoi. C'est ça. Après, mon préféré, c'est Rhys Ifans parce que je l'avais jamais vu comme ça en fait. Et surtout, c'est quand même, c'est un critère un peu scolaire, tu vois, pour juger un acteur, mais c'est-à-dire, il y a aucun moment où tu le reconnais. Je veux dire je parle pas physiquement parlant. Je parle pas seulement physiquement parlant, je parle vraiment sur, c'est-à-dire, il disparaît complètement dans cette version de Rasputin. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc complètement ovni, enfin très très bizarre, très drôle. Il a mangé des rats pendant 1 an pour se préparer. Mais tu vois, je sais pas. Bien préparé. Donc franchement, rôle. Lui, ça va. Après, t'en as, c'est cool, mais c'est pareil, c'est très sous-exploité. Genre Daniel Brühl, il est là parce que c'est Daniel Brühl et qu'il fallait un Allemand méchant à un moment. Donc c'est lui. Mais il fait bien l'Allemand méchant aussi. C'est ça, tu vois. Donc voilà, c'est mignon. Bon, ça sert pas à grand chose, mais voilà. Le fils m'a pas dérangé parce qu'en fait, je pense qu'il m'aurait emmerdé si durait tout le film en fait. Si t'avais eu justement ce truc que le trailer te vendait, à savoir ça va être le père et le fils qui vont combattre quoi. Et du coup ça va faire écho au binôme de Kingsman 1 et 2 parce que t'as
un mentor et un jeune, etc. Mais le fait que le film en fasse ça, c'est-à-dire que c'est juste triste et tragique, et en plus il part sur un quiproquo de l'enfer. Enfin, c'est même pas une mort. Alors lui, il voit pas. C'est un accident en fait. Enfin, c'est un meurtre, mais c'est-à-dire c'est un truc qui aurait pu être évité 100 fois, tu vois. Et le fait que bam à mi-film, et c'est quand même une force qu'a Matthew Vaughn, c'est qu'il fait quand même ça à chaque film pratiquement. Il y a toujours un personnage. Il y a toujours un perso principal qui meurt à peu près à mi-film ou aux 2/3. Donc en fait c'est une formule, tu vois, concrètement, parce que c'est un truc qui dure depuis qu'il casse quand même. Oui. Donc il fait ça, mais c'est un truc que tu vois jamais venir en fait. Il est quand même assez fort là-dessus parce que c'est pourtant un truc, enfin c'est une formule quoi maintenant chez lui. Et t'as tout le temps le moment où ça s'emballe, bam, le perso disparaît de l'équation et tu fais putain. Et là tout d'un coup, ouais, ça donne une autre tonalité, ça donne un truc où, effectivement, la guerre c'est aussi ça. Le père qui a pas pu protéger son fils, il est, forcément là, il est au 36e dessous quoi. Il y a rien qui va et tout. Donc il est plutôt fortiche là-dessus. Après, il y a, enfin, je trouve que la conclusion du film, même en termes d'action, c'est-à-dire que là les ficelles deviennent beaucoup trop grosses en fait. C'est-à-dire que autant t'as des trucs que tu peux pardonner en tant que spectateur, tu vois, au tout début du film. Et en fait là, quand tu commences à vraiment avancer vers enfin, tu vois vraiment le tracé en pointillé, en fait. C'est ça qui est très gênant, en fait. C'est que tu te dis, ouais, bon. Donc là, oui, on va clairement vers un dernier acte qui va ressembler à peu près à ça. J'ai compris, ok. Et en même temps, le film est assez long pour ce qu'il raconte. Ouais, c'est 2 heures et quelques. C'est plus de 2 heures, ouais. Ouais, 2h10. Donc, je sais pas pour moi. En fait, comme j'ai dit, le film, tu sens que ça tâtonne un peu. Tu sens que le mec est pas super à l'aise. Après, comme je te dis, moi, je pense pas qu'il ait l'intention vraiment réelle de raconter, en fait. Je pense que, tu vois, quand Tarantino le fait, que ce soit même pour Once Upon a Time in Hollywood, il y a un propos derrière, en fait. C'est, je veux sauver cet âge d'or d'Hollywood et tout. Ça, t'as vraiment tout un truc et une déclaration d'amour. Qui va jusqu'au sauvetage de Sharon Tate. Au sauvetage physique, voilà. Et au fait qu'il défonce les assassins de Sharon Tate dans le film. Mais en gros, lui, je pense pas qu'il ait autre chose dans sa tête que cette scène est cool, je veux filmer cette scène, tu vois. Je pense qu'il va pas au-delà de ça. Et du coup, je pense que c'est ce qui rend le truc encore plus frustrant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est gratuit de fou. C'est-à-dire que c'est comme, bon, moi je pense qu'il le fera jamais, hein, une suite avec Hitler qui fait du kung-fu ou quoi. Mais en gros, si t'as, on a déjà eu Kung Fury de toute façon, donc. En plus, ouais. Mais lui, ce serait ça, ouais. Ce serait, ah ouais, ça c'est marrant à filmer, je le fais. Et vu qu'en fait, c'est un mec qui est doué, mais c'est pas le cinéaste le plus subtil du monde. En fait, tu le vois arriver de loin quand même quand il fait des trucs comme ça. C'est-à-dire que même Rasputin, tu vois, que j'ai kiffé dans le film, il est là que pour cette scène, en fait, tu vois, concrètement. Que pour avoir le côté teint blafard, mec que t'arrives pas à trop situer et tout. Il y a rien d'autre, en fait. Et chaque perso est un peu construit comme ça. Et quand c'est pas rattrapé par de l'humour qui fait mouche et des dialogues qui sont remplis de punchlines et tout, t'as le temps de t'en rendre compte, en fait, du côté très vain de son cinéma, en fait, à ce mec-là. Parce que aussi, si c'était plus rapproché, pareil, t'aurais moins le temps de t'en rendre compte. T'aurais un enchaînement d'actions et de trucs. Là, en fait, toi, ça veut dire que, par exemple, t'as le temps de te dire, attendez, c'est complètement insultant, en fait, etc. Parce que, c'est un truc, ouais, qui s'étale, hein, vraiment. Moi, j'ai le temps de me dire, putain, ça aurait pu être vachement mieux quand même, etc. Et c'est ça la différence pour moi entre quand il réussit son film ou quand il le rate, c'est qu'en fait, ces films réussis sont pas spécialement mieux écrits ou vachement plus intelligents que Kingsman Première Mission, mais ils sont juste beaucoup plus efficaces, en fait. C'est-à-dire que là, t'as quand même des longs couloirs narratifs où tu fais de pure exposition. Ouais, c'est vraiment le mec, tu sens qu'en plus t'as le côté, ça c'est mon script, ça c'est mon livre d'histoire, il faut que j'arrive à raccorder le truc à la fin, et tu fais waouh, c'est laborieux, enfin c'est, des fois ça marche, tu vois, le truc de l'archiduc et tout, le truc de résoudre le code qui prend pas mal de temps, par exemple. Ouais, ça c'est très long, tu vois, skippable.
Moi, j'en reviens à ce que je disais. Il y a des bonnes uchronies. Et il faut... Mais du coup, tu as dit que tu venais avec ton dossier préparé. Non, mais tu vois, par exemple, d'uchronies qui sont pas dérangeantes. Non, mais tu vois, par exemple, usage de Rasputin, Première Guerre, enfin, plutôt Seconde Guerre mondiale, mais tu vois le monde de Hellboy. Hellboy et ses ninjas assassins nazis. Et ses spectres et tout ça, moi le monde d'Hellboy, mais donnez-moi-en, il y a aucun problème, je suis très 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 fan de Mignola. Il y a toujours c'est toujours possible de faire des bonnes uchronies, c'est pas mais peut-être que là le péché c'est justement que par rapport à Hellboy qui est quand même vachement plus Seconde Guerre mondiale où c'est vachement plus facile d'identifier des méchants, c'est que là il se prend les pieds à vouloir faire justement de la Première Guerre mondiale un conflit qui serait aussi facilement identifiable que la Seconde. Et j'adore, tu vois, Captain America, j'entends beaucoup plus en BD qu'en film, mais Captain America, tu peux faire c'est un mec qui a tapé Hitler dans la gueule, tu vois, et tu peux faire des bons trucs qui soient fun, qui soient des œuvres de propagande lol, tu vois, parce que c'était comme ça l'esprit des personnages quand ils ont été créés. C'est possible de faire ça. Le truc, c'est que c'est marrant, tu vois, parce que même parce qu'on disait déjà le problème de ce cinéma qui arrive pas à faire les Allemands de la Première Guerre mondiale autre chose que des pré-nazis. Mais même quand tu reprends en fait deux films qui abordent ça, en fait Overlord, même Iron Sky, Death Note, tout ça, c'est toujours des putains de nazis en fait. Il y a que ça qui arrive à ça a donné à se matérialiser. Nazi exploitation. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est vraiment devenu un sous-genre horrifique et tout. Alors c'est beaucoup de nanas hein, par contre clairement. Mais en vrai, parce que t'arrives pas super méchant en vrai. Bah c'est la meilleure. En fait, dans l'imaginaire européen, tu peux pas faire au-delà, tu peux pas les toper. C'est du mal ultime quand même. Ah oui, bien sûr. Alors certes, l'ère politique nous invite à des gugus qui semblent ils ont pas eu le mémo, mais en fait, si, c'est des super méchants. C'est super de les voir se faire castagner. Je veux dire, il y a l'Uchronie ultime, c'est quand même Inglourious Bastard tué par le cinéma. Voilà, où littéralement le son THX a cramé Hitler. Ouais, c'est possible de faire des trucs. C'est cathartique. Mais tu vois, mais avec toujours un matériel qui est vachement plus simple à analyser, qu'on va dire. Là aussi, l'énorme différence, c'est qu'en fait, en gros, moi, c'est vrai que j'ai pas cette lecture-là, pas seulement parce que j'ai pas le côté perso que toi t'as, mais c'est aussi qu'en fait, si j'avais cette lecture-là, en fait, je supporterais peut-être 1 ou 10% de films historiques ou de trucs, parce qu'en fait, la vision hollywoodienne du truc fait que, en termes géopolitiques, en fait, c'est insultant tout le temps. Les Mexicains, l'Amérique du Sud, la Chine, alors, enfin le Japon. Quand ils s'aventurent à te montrer, ne serait-ce qu'entrouvrir la porte sur le continent africain, alors là c'est catastrophique tout le temps. Et donc en gros, Sean Penn, coucou. Non mais c'est-à-dire, enfin t'as quand même. Donc en fait, par défaut, par la force des choses, vu que je veux pouvoir avoir le confort d'un spectateur normal qui regarde du divertissement, en fait je zappe ce côté-là quoi, parce que sinon le seul volontairement les œillères pour pas ouais en vrai c'est ça, parce que sinon concrètement tu vois, là par exemple je viens de finir Gomorrah, tous les mafieux italiens présents dans la série sont des cisras, tu vois, concrètement. T'as même un épisode dans la saison 1 qui te le montre. Le racisme en Italie, c'est un vrai. Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est de la pègre. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'empêche même pas de m'identifier, d'avoir de l'empathie pour les héros de Gomorrah, tu vois. D'accord. Alors qu'en fait, c'est parce que toi t'es un truand aussi, donc. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu vas te mettre à Soprano, tu vas avoir mal. Ah non, mais c'est pareil pour Tony Soprano. Enfin, il a tous les défauts de la terre, ce mec, tu vois, machin. Mais les épisodes où effectivement il découvre que sa fille se tape un Renoir, enfin, pour lui, mais c'est un truc de fou, tu vois, machin. Mais t'as totalement de l'empathie pour lui tout le temps jusqu'à la fin de la série. Donc. C'est le problème des anti-héros. Hein. C'est ça. Donc c'est vrai qu'en fait, je sais pas si c'est juste une déformation de spectateur en fait, parce que du coup tu t'es conditionné, tu vois beaucoup de films qui en fait trichent avec l'histoire ou alors sont biaisés comme pas possible. Et donc au final tu dis oui voilà c'est un truc hollywoodien con mais c'est pas grave machin, tu vois. En fait maintenant ce film là son péché originel c'est qu'en fait il applique
un traitement très par-dessus la jambe, je m'en foutiste, etc., à l'histoire européenne occidentale, en fait. Et donc, en fait, ce traitement-là, en fait, ils le font tout le temps au reste du monde et on considère que c'est normal parce qu'on a l'habitude, en fait. Mais du coup, qu'ils appliquent ce truc-là à l'histoire européenne, qui est quand même relativement encore assez proche de nous, bah, du coup, en fait, ça te saute encore plus aux yeux. C'est-à-dire que là, je parle pas de ton cas, qui toi, en plus, un cas particulier. Des colonies. Non, ce que je veux dire, c'est que, c'est-à-dire, toi, t'as vraiment un lien direct avec cette histoire-là. Mais je veux dire, pour un spectateur, par exemple, tu vois, le mec qui dit, mais attendez, la France, enfin, où sont les Français dans ce truc? En fait, je pense qu'il aurait jamais le réflexe de rationaliser le truc à ce point. Pour un truc qui évoquerait, je sais pas moi, la guerre du Golfe ou un conflit en Amazonie ou ce que tu veux. Mais c'est un truc sur lequel on a plus conscience aujourd'hui et surtout. Oui, bien sûr. C'est pas le prisme des réseaux sociaux, mais il y a toujours quelqu'un qui va se sentir plus concerné et que tu peux voir le film le plus anecdotique du monde et dire c'est une rom-com charmante et on te dit ouais mais non mais regarde le traitement des femmes ou le traitement des minorités. Genre c'est un truc sur lequel on peut toujours s'ouvrir et moi, je suis toujours à l'écoute d'autres visions, en tout cas, et ça m'intéresse de confronter mon opinion et surtout de challenger mon propre opinion. C'est-à-dire que bien sûr. Je suis pas gravé dans le marbre, forcément, et que il y a des choses sur lesquelles je suis pas, on peut, t'as un autre angle de vision et tout ça. Et je sais pas si, en tout cas, moi, ce que j'ai dit sur la Première Guerre mondiale a pu toucher les gens, mais en tout cas, moi, j'ai une règle qui presque contredit ça. C'est-à-dire, c'est comme pour les biopics. C'est-à-dire, qu'importe l'histoire, raconte-moi une bonne histoire, quoi. C'est-à-dire, tu peux faire les biopics les plus intéressants. C'est pas forcément ceux qui suivent de manière linéaire et chiante la vie de quelqu'un, mais ceux qui ont des points de vue. Raconte-moi des points de vue, et c'est le problème de ce film-là, c'est qu'il manque de points de vue. Ok, très bien. Ouais, parce qu'en fait, je pense que le cinéaste derrière, c'est plus un mec qui kiffe s'amuser avec ses jouets, en fait, et là, en fait, il faut qu'il s'emmerde, en fait, avec un contexte qui, je pense, l'intéresse pas tant que ça, en vrai. C'est-à-dire que lui, c'est plus l'imagerie et le folklore. Bah, quand tu vois, en fait, le côté réunion des super méchants. Non, c'est vrai que t'as les super méchants d'un côté, mais de l'autre côté, il faut quand même je sais pas, c'est vrai qu'on en a pas tant parlé que ça, mais ça reste Kingsman, ça reste l'agence Kingsman, et c'est quand même aussi l'idée que si aussi des avancées dans ce conflit-là ont pu se faire, c'est grâce à l'action. Des mecs de l'ombre. Voilà, 2 servants qui étaient employés par un petit réseau, limite start-upé, dans la cave d'un riche anglais, tu vois, mais il y a quand même aussi cette idée-là qui permet, tu vois, de fixer, parce qu'en fait, il faut expliquer quand même pourquoi l'agence Kingsman se forme. Et il faut qu'il y ait un conflit, du coup, il faut qu'il y ait une raison. Et quelle autre raison, en fait, que la guerre des guerres, en fait, pour justifier qu'après, dans 60 ans plus tard, on suive un jeune des quartiers qui est pris en main par un mec un peu plus smart que lui, tu vois. Je pense pas qu'ils s'en foutent complètement, mais que c'était quand même nécessaire, parce qu'ils pouvaient pas dire pourquoi on a fait une agence d'espionnage, tu vois, c'était pas juste ça aurait pas été juste pour un conflit entre deux ploucs en Angleterre, tu vois, il fallait que ce soit un petit peu plus grand. Ouais, non, bien sûr. Mais disons qu'en fait, enfin, tu sens que lui, même le côté origin story, c'est quand même assez vite balayé, quoi. C'est-à-dire que t'as leur première réunion qui arrive à la fin. Et c'est juste, disons que t'as le concept, t'as le concept qui arrive, qui reste au final assez en retrait, parce qu'on se concentre plus sur les personnages, mais qu'à la fin, t'as quand même la réunion de famille où justement ils reprennent. Et alors, tu vois que les noms de code. Que l'imaginaire arthurien, en fait, vient parce qu'en fait, ça venait par rapport à son gamin qui, du coup, disait à Jimoun, toi, tu serais Merlin, et moi, mon père, ce serait machin, et moi, je serais Lancelot. Et donc, c'est pour ça que ça raccorde les trucs, mais je trouvais quand même que le fanservice est au final assez léger, à part juste le coup du président américain qui dit toujours à son truc servez-moi un statesman. Qui pour le coup par contre là est vraiment ultra gratos et vraiment juste pour dire vous vous rappelez dans le 2 j'avais fait les statesman et tout. Parler quand même de l'idée quand même que les États-Unis ne s'engagent pas dans la Première Guerre mondiale parce qu'il y a un scandale sexuel très Monica Lewinsky quand même. Oui. Et qu'il y a la bobine. Alors en plus, c'est bizarre parce que la bobine ne montre rien. En fait, la bobine ne montre rien. Et puis en plus, l'impact de l'image et de la vidéo en 1917,
Oui, alors après, je crois qu'il y a d'autres anachronismes parce que le sous-marin, je sais pas s'ils disent que c'est un sous-marin nucléaire ou pas, mais il y a un énorme problème. Est-ce qu'ils avaient des sous-marins aussi développés à cette époque-là, tu vois? Oui, avec surtout une facilité à défoncer les bateaux. Il y en avait beaucoup moins. Une bonne torpille comme ça. C'était plutôt, alors que si tu regardes, c'était plutôt à l'époque. Mais pour moi, c'est vrai que l'époque des biplans quand même, faut pas oublier. Ouais, non, c'est ça, c'est que d'un coup, ils ont vraiment un submersible de ouf, mais qui, à mon avis, est même pas contemporain de la Seconde Guerre, mais même encore après, en fait. Mais ça permet de faire un joli zoom en arrière. Oui, non, mais voilà, c'est pour l'image. C'est pour l'image, vraiment pour s'amuser avec les images. Bon, et du coup, en définitive, vous êtes quand même. Si, juste un truc, j'étais content quand même de revoir Aaron Taylor Johnson, même si c'est pas un tout petit rôle, un rôle très important. Tout petit. Parce que, en fait, je sais pas trop ce qui lui arrive, mais donc c'est le mec qui joue le héros dans Kick-Ass. Je crois qu'il est marié, le heureux, tout va bien. Ouais, mais c'est juste sa carrière a pas spécialement décollé. Pas autant que sa masse musculaire, effectivement, mais. Ouais, ça, il a utilisé la Marvel méthode. Hein, ah ouais, non, mais il a non, parce que même dans Godzilla, où il fait un soldat, il est baraqué pareil. Ah, mais c'est vrai qu'il doit jouer Kraven. Ah, c'est lui? Oui, a priori, c'est lui qui doit faire Kraven. Ah bah oui, tant qu'à prendre un gars qui fait l'accent russe et tout. Ouais, voilà. Putain, ouais. Ça va être dur. Non, mais sinon, je sais pas, il a quand même fait quelques films ces dernières années, peut-être pas les trucs les trucs indés. Nocturnal Animals, c'était. Oui, ça c'était bien. Tu vois, c'était cool. Tenet, il était dans Tenet. Je me rappelle même pas. Et il était à l'envers. Il a fait aussi un truc qui s'appelle A Million Little Pieces, mais ça, je vois pas ce que c'est. Enfin, il a quand même fait 2 films. Hein. C'est peut-être qu'il est moins mis en avant, mais il a quand même fait quelques trucs, quoi. Mais du coup, tu étais content de le revoir. Ouais, même si, voilà, encore une fois, c'est pas un rôle très important, mais ouais. Vu que ça reste le gars sûr de Matthew Vaughn, parce qu'il faut savoir aussi que il l'avait auditionné pour jouer Eggsy, en fait, ce mec-là. Ah. Donc ça a failli. Il y aurait pu avoir une version où une autre version, lui le héros aussi. L'accent russe, l'accent anglais, vite fait, quoi. Tout ça. Moi, je le vois moins que Edgerton pour le coup. Très bien. Donc je disais, en définitive, répondons à la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on en a encore quelque chose au sortir de ce film à faire de la licence Kingsman? Est-ce qu'on attend Kingsman 3 plus que The Kingsman 2? Est-ce qu'on attend limite un The Kingsman 2 avec potentiellement un Kung Fu Hitler ou pas? Daniel, je me Alors moi j'allais dire non, et en fait maintenant tu me dis Kung Fu Hitler. Du coup j'ai les mots pour te convaincre. Non mais en plus le truc c'est que la Seconde Guerre mondiale c'est beaucoup plus facile à traiter parce que t'as un début et à la fin ils perdent. Ouais. Et ce qui est la fin de ton arc, t'as ton arc narratif, il est fait. C'est plus facile, ouais. C'est plus facile d'en plus de détester les nazis. Encore que en 2022. On ne sait pas. On est surpris vraiment par les gens. Ne se prononce pas. Mais en vrai, ouais, est-ce que c'est une licence qui compte? Je pense pas. Je pense que ça restera à tout jamais la licence de son réalisateur, qui n'a pas pu faire ce qu'il voulait, alors il s'est fait un jouet à lui. Moi, je suis toujours intéressé par les gens qui ont des petites lubies, qui ont des jouets, qui se disent ouais, je vais faire ça et ça va être mon truc et tout. Maintenant, je suis persuadé que c'est un réalisateur qui pourrait faire de choses beaucoup plus intéressantes. Mais à défaut de pas réaliser, je préfère qu'il fasse des trucs, mais pas emballé non plus. Alors, en tant que licence, en tant que machin, je pense que c'était le je suis impressionné qu'ils aient sorti 3 films d'un fond de tiroir de Millard quand même, hein, parce que c'est pas le meilleur de Millard. Non, mais là, c'est clairement, la licence, l'adaptation a largement dépassé le bouquin. Après, c'est rare. Hein. Ça aura duré plus longtemps que Jupiter's Legacy. Oui, en même temps, là, par contre, l'adaptation n'a pas du tout dépassé le bouquin. Donc, oui. C'est le milieu du premier tome et ils ont fait, ils ont fait 2 numéros. Pour que Netflix arrête, c'est vraiment que ça devait. Ils ont fait 8 épisodes sur 2 numéros. C'est insupportable. Et en plus, oui, c'est trop long. Ouais. Non, et en plus, c'est Mark Millar tout craché. Hein. On vous le dit, hein, au bout d'un moment, les gens vont mourir et à la fin, c'est le lol. Voilà, c'est du Mark Millar. Je sais pas. Voilà, je pense que c'est bon. On a vu ce que pouvait faire Kingsman. Maintenant, je pense qu'il faut embarquer sur d'autres sujets. Je pense quand même au moins un petit Kingsman 3 pour finir l'arc. Non. On s'en fout. Matthew, envoie ta proposition à Ion Productions. Envoie une proposition
James Bond dans les années 60. Mais je pense pas que ça soit le bon mec pour faire ça. Pour faire un film rétro, je crois qu'il est... Mais voilà, je serais intéressé si ça sort, mais je suis intéressé comme, tu vois, comme quand... Je vais pas dire un accident de voiture et qu'on regarde au ralenti, ce serait trop violent. Ça, c'est non, et c'est violent et c'est banal. Mais ce que je veux dire, c'est que structurellement, je suis intéressé par est-ce qu'il va se dépatouiller avec Disney, avec Fox, est-ce que la grande machine que c'est, est-ce que eux-mêmes sont intéressés, quoi. Et je les vois pas vendre des serviettes là-dessus, je les vois pas vendre des goodies là-dessus. Donc, moi, je suis curieux de point de vue industriel et surtout, je préfère avoir plus de films en fait. En vrai, c'est juste que là, je pense qu'il est un peu dans l'impasse et s'il fait un Kingsman 3, mais alors faut y aller à fond, quoi. Enfin, fais pas le 2, mais alors du coup, on va se retaper des blagues de cul nul. Putain, c'est quand même dur, hein, ce que tu nous proposes comme futur. Très bien. Guérim, pour ou contre les blagues de cul nul? Pour, mais après, moi, c'est déjà, est-ce que j'attends un The Kingsman 2? Non, pas du tout. Ouais. Franchement. Techniquement, il n'y en a pas besoin, en vrai. Ouais, voilà, là, il a fait, il a pris l'excuse de, c'est l'origine story du truc, voilà, maintenant c'est établi, cette agence existe. Pour moi, la dernière scène, c'est plus du domaine vraiment du clin d'œil. Bon, bah voilà, moi, si je devais faire une ouverture sur un autre film, bah, ce serait du coup Seconde Guerre mondiale, et donc du coup t'aurais Hitler, et mais qui correspond à l'arrivée d'un extraterrestre dans l'univers Marvel, en fait. Mais qui serait le boss de Hitler? C'est ça qui est fou, genre, c'est quoi le nouvel Illuminati qui va contrôler Hitler? Enfin, ça ouvre des perspectives qu'on n'a peut-être pas envie de... Mais donc c'est vrai que voilà, moi ce truc-là, ça m'intéresse pas plus que ça, ou alors faut vraiment qu'il aille à balle dans le côté justement que ce soit encore plus outrancier pour que ce soit suffisamment marrant en fait. Et vu que je pense qu'il n'a pas du tout envie de faire ça, en tout cas pas avec un contexte de Seconde Guerre mondiale, vu comment là ça a l'air de l'avoir un peu parasité quand même, le contexte de la Première Guerre mondiale. Donc maintenant, si c'est un Kingsman 3, est-ce que ça intéresse? Le truc, c'est que dans l'idée, oui, mais vu qu'il a fait Kingsman 2, je me dis, mais en fait, il a pas tant d'exigences que ça en termes d'histoire, parce que le 1 il était vraiment bien écrit, c'est-à-dire il y avait vraiment une patte et tout. Il y avait des bons dialogues, il y avait des trucs, même une évolution de personnage qui était plutôt sympa. Pareil pour enfin tu vois, les dialogues du méchant, le fait que Samuel Jackson il avait une sorte d'énorme cheveux sur la langue, ce qui le rendait complètement ridicule, machin, qu'il avait un look de nerd absolu. Enfin tu vois, bref, c'était plutôt très bien fait. Si c'est comme ça, bah ouais, ça me dérangerait pas en tout cas d'avoir la suite et fin des aventures d'Exy. Maintenant, si c'est du niveau de Kingsman 2, franchement non, j'ai pas. Ouais. Et je me dis qu'en plus, c'est après il y a quelque chose d'assez rationnel de dire est-ce que tu auras la suite et de répondre si c'est bien oui et si c'est pas bien. Bien sûr, non mais c'était en fait, du coup, je sais pas trop. C'était en fait, je sais pas trop sur quel pied danser parce que Kingsman 2, il me semble que ça a quand même plutôt, enfin en tout cas ça a suffisamment bien marché pour lui permettre d'enclencher ce projet-là. Ouais, mais ça a pas si bien marché que ça au final au box-office. Mais disons, si lui il en est satisfait, tu vois, il a objectivement pas de raison d'essayer de s'élever à un autre niveau ou quoi. Donc après, moi en vrai j'aimerais surtout qu'il fasse Kick-Ass 3 en fait, tu vois, mais tout le monde est beaucoup trop vieux. C'est compliqué. Qui veut ça? Toi? Ouais. Ah ouais? Ouais, mais mais vieillissant en fait, justement, avec les personnages qui ont vieilli, tu vois, et justement Kick-Ass qui a arrêté. Parce que je précise, j'ai pas kiffé du tout Kick-Ass 2 par contre. Personne. Comme voilà. Si, moi j'ai bien aimé, mais pareil, le mauvais. Aussi, putain. Ah oui, parce que ouais, genre le bâton caca, tout ça. Oui, non, je te dis, moi, c'est on essaie de trouver les vannes. Ah ouais, le bâton caca. Toi, c'est Hitler Kung Fu. Le doigt. Moi, c'est le cerveau reptilien, je t'ai dit. Il est très laxiste parfois, quoi. Donc, voilà. Ah là, je t'envie un peu. J'aime bien Christopher Mintz-Plasse. Mais après, il y a un truc qui est quand même très particulier, c'est que c'était un mec qui s'était plus ou moins, en tout cas, il avait dit ça dans je sais plus quelle interview il y a longtemps,
que c'était un mec qui détestait se répéter, que c'est pour ça qu'il ne faisait pas de saga, qu'il ne faisait pas de suite, et que du coup Kingsman c'était l'exception à la règle, ce qui veut dire que il a vraiment un affect assez fort. Ouais. Pour il a quand même développé vraiment il a développé il s'est réapproprié le personnage, le lore, les choses. Mais vu comme ça, c'est à part le 1, et encore c'est quand même un film qui est pas dépourvu de défauts. Tu dis, si c'est ça son top dans sa tête, tu vois, son top filmo, c'est quand même étrange qu'il y ait sur 3 films à peine un où tu dis ouais là il a tout mis dedans, il a tout donné, etc. Tu vois. Ouais. Parce que si c'est important pour lui à ce point, tu vois, machin. Donc je me dirais si Kingsman 3 c'est vraiment sa fin de saga totale. Ouais, mais faudrait qu'on le sente un peu, tu vois. Ouais, qu'il fasse une apothéose. Parce que là, en fait, on est content parce qu'on a notre quota de 3-4 scènes d'action ultra virtuoses et où c'est un plaisir partagé entre le réal et le spectateur. Mais ça reste un niveau qui est pas, enfin tu vois, c'est pas un niveau d'exigence de fou, tu vois, de réclamer ça à un mec qui de toute façon est connu pour ça. Donc voilà, moi je suis très partagé là-dessus. Ça dépend vraiment. Okay. Dans quelle mesure lui s'engage. Partager, disons que moi j'aurais juste envie qu'il puisse le faire juste pour que ce soit aussi une démonstration qu'il peut continuer quand même de faire vivre cet univers malgré tout ce qui s'est passé, notamment vis-à-vis de 20th Century Studios et de Disney. Oui. Alors après, ouais, c'est vrai que l'aspect purement qui business me fait peur, en fait, truc, c'est que Disney enterre le truc complètement, tu vois. Mais parce que ouais, ils ont pas spécialement. Ils se sont pas exprimés autour de l'avenir de la saga ou pas quoi que ce soit. Que ça. Parce que lui, c'est vrai que c'était pour le lancement promotionnel, donc il y a peut-être 2 ans, que lui, il se mettait à parler de Kingsman 3. Mais depuis, j'ai pas l'impression que des gens aient... Non, mais c'est le problème, c'est que c'est devenu c'est que c'est devenu un petit peu discret, donc je sais pas. Et puis vu que le film fait pas non plus un énorme, enfin au box-office américain, c'est quand même très petit. Hein. Alors il y a le contexte aussi, mais malgré tout, c'est quand même pas non plus incroyable, quoi. Parce qu'on a vu que malgré contexte, certains films, si le public veut aller les voir, il va aller voir. Ouais, mais date de sortie. Et puis surtout, il y a ce côté de. Alors après, ça n'a pas été vrai pour James Bond, mais de repousser. Au bout d'un moment, t'as l'impression d'avoir vu le trailer 8000 fois. Ouais. Bah ça, pour le coup, oui. 8, alors pas 8000, mais 8, clairement. Je crois que c'était chiffre, je crois. Donc, tout ça, c'est un phénomène d'usure. Et puis surtout, est-ce que les gens qui vont pas beaucoup au cinéma se disent, bon, je vais voir je mets toutes mes billes sur Spider-Man. Je sais pas si c'est le meilleur choix, mais en tout cas, c'est le choix que les gens ont fait. Ouais, très bien. Eh bien, écoutez, on verra de toute façon ce que l'avenir nous dira. J'imagine qu'on sera fixé d'ici les prochains mois, puisque ce genre de décision se prend assez rapidement au final, hein, avec les chiffres du box-office. Et que Matthew Vaughn a dit ça commence le tournage en septembre 2022. Quelque part, au plus tard, dans 9 mois, on sera bien fixé si le tournage prend ou pas. En tout cas. Ah non, mais attends, mais il a pas un autre gros projet? Ah non, mais en fait, c'est compromis. Il a un projet Netflix. Je sais pas si c'est Netflix ou Apple TV, mais en fait, c'est pas du tout Disney+. Donc en fait, c'est ou alors c'est un mec qui a les meilleurs contrats de la terre. Du projet à plusieurs millions. Ouais, des dizaines de millions de dollars gros sur Apple TV. Ouais. Donc déjà parce qu'il peut pas se dédoubler, donc ah ouais, tu sais pas te dédoubler? Non. Bah alors Yerim, qu'est-ce que tu nous fais? Je suis pas cinéaste, désolé. Ah là là. Mais donc voilà, ça c'est un projet qui va lui prendre du temps. Et après c'est pareil, je sais pas en termes de contrat et de l'aspect purement exclusif ou pas. C'est quand même donc encore une fois, je sais pas si c'est Netflix ou Apple, c'est quand même des plateformes concurrentes directes de Disney+. Enfin, ça ressemble quand même à un petit divorce là. Bon, je sais pas, ça empêche pas à un James Gunn de faire des contenus pour. Ouais, mais c'est parce qu'il était momentanément viré par Disney. Oui, mais il a été rattrapé après. Il aurait très bien pu décider de ne pas revenir chez Marvel justement en disant bah non, vous m'avez viré, cassez-vous, tu vois, je vous emmerde. Mais il le fait pas. Tu dis pas non au Disney $. Moi, le Disney $, j'accepte. Hein. Très bien. Eh bien, écoutez, la corruption à venir de Daniel Andreev, ce sera à suivre aussi en 2022. C'est une référence à Street Fighter où les mecs se font payer en bison $. Ah oui. Et j'adore cette scène. Il fait je vais vous payer en bison $. Et putain, moi j'aurais tellement voulu avoir. C'est qui? C'est Sagat qui lui vend des armes? Ouais, c'était un truc. Et Sagat, quand il voit les billets, il fait mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est des bisons $, en fait, ce truc. Mais on s'en fout. Mais tu vois, moi, s'il fallait acheter des props d'un film, je voudrais acheter des bisons $. Avec la tête de Raoul Julia en Mister Bison dessus. Vous pouvez envoyer vos bisons $
à Daniel, Merci. donc qu'on peut suivre, on le rappelle, hein, sur ta chaîne Twitch très régulièrement en fait, toute la semaine. Et du coup, on va conclure ce podcast. Donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires du site et sur les réseaux sociaux. Si vous êtes allé voir le film, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez écouté le podcast au lieu de voir le film, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous irez quand même regarder le film après ou pas? Faut-il ou pas continuer la licence? Vous pouvez en discuter avec nous. Et puis, Splinter et Daniel, je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Merci à toi. Enregistrer le podcast. J'espère que ça s'est bien passé ta première fois, je suis ravi. Que tu reviendras avec plaisir. J'ai essayé de parler de comics. Comme ça. Oui, on va te réinviter pour parler aussi de comics, effectivement. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez donner de la force à ce podcast en le partageant sur vos réseaux sociaux et partout ailleurs. Et puis, on a une page Tipeee ouverte à H24 aussi, si vous voulez aider le podcast à se pérenniser. Sur ce, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao, ciao.